merci Ludovic pour l'AVER. C'est un cycle qui est co-organisé avec l'AVER depuis le début de l'année. On a parlé de pas mal de choses, Ludovic. On a parlé de mobilité électrique, réglementation et financement. On a parlé de la recharge dans le logement, la recharge dans les bâtiments professionnels et usage des bâtiments professionnels, ça c'était en septembre. Et puis là, on parle de recharge dans l'espace public. Je crois, cher conférencier, qu'on aura couvert à peu près les différents endroits où on peut recharger, me semble-t-il. Voilà ce que je pouvais dire. Merci aux partenaires qui ont permis l'organisation de cette conférence avec les différents intervenants. Merci Benjamin, Thaïs et Morgane Tudal qui êtes derrière les machines, les caméras et la régie pour cette réalisation de cette conférence. Voilà, alors je propose un petit tour de table de présentation rapide et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être Sébastien ? Enchanté, bonjour à tous. Sébastien Coix, je suis du côté de Wallbox France. Je suis team lead d'essai, donc je m'occupe du développement commercial de l'offre haute puissance chez Wallbox. Très bien, merci Sébastien. Jacques ? Oui, bonjour. Donc Jacques Galvani, je suis directeur général d'Atlante France, qui est un opérateur donc, de système de charge. Donc on développe un réseau européen, en Europe du Sud, de stations de recharge rapides pour véhicules électriques. Merci. Et Ludovic ? Oui, bonjour à tous. Donc Ludovic Coutan, je suis responsable du programme Advenir au sein de l'AVER France. Et donc merci Xavier pour ton introduction et toujours aussi ravi de faire partie de ce grand circuit qui couvre un nombre de thématiques importants. C'est un grand plaisir. Alors justement, Ludovic, vous allez garder le micro. Quand on a travaillé cette conférence, cher public, en vous donnant l'idée que vous allez repartir avec tout ce qu'il faut savoir sur la recharge dans l'espace public. Et on avait dit, Ludovic, que vous commenceriez notamment par nous donner des chiffres un peu pour caler ces éléments. Et je crois qu'aussi, il y a une étude que vous avez faite sur ce sujet. Et donc, ça vous permettra d'avoir une vue un peu globale des enjeux. Tout à fait, avec plaisir. Je veux bien le... Voilà, merci. Ça me permettra. Donc, premièrement, avant de rentrer dans les éléments, je voulais juste nous présenter un petit peu plus en détail l'AVER France et le programme Advenir. Donc, l'AVER France, on est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Donc, on a été créé en 1978, à une époque où il fallait être sacrément précurseur pour s'intéresser à ces sujets-là. Et pourtant, nous l'avons fait, ou en tout cas les personnes qui m'ont précédé au sein de l'association. Et donc nous, on représente et on fédère l'ensemble des acteurs de cet écosystème. On a aujourd'hui plus de 250 adhérents qui réunissent donc des énergéticiens, des acteurs constructeurs automobiles, des opérateurs de bornes, des fabricants, des collectivités. Et cet écosystème, eh bien, on essaye de lui permettre de se rencontrer, d'échanger, de phosphorer et également de porter des messages clés auprès des pouvoirs publics. Donc ça, c'est, on va dire, l'activité traditionnelle du programme de l'AVER France. Mais il se trouve que depuis 2016, l'État a souhaité confier à l'AVER France le pilotage d'un programme de subvention qui s'appelle Advenir, qui est d'ailleurs bien plus que de la simple subvention. On aime à se définir comme un outil d'accompagnement à la transition vers la mobilité électrique. Donc évidemment, notre activité principale, je l'ai déjà évoqué, c'est subventionner les installations à la fois pour les particuliers en résidentiel collectif, les professionnels et les collectivités, mais on va aussi avoir un autre volet du programme tout aussi important de formation et de sensibilisation pour finalement donner les clés pour un passage réussi à la mobilité électrique et susciter évidemment l'envie auprès de nos concitoyens. Donc voilà les deux initiatives que je représente aujourd'hui. Alors pour démarrer l'échange, c'est toujours intéressant de se poser la question, finalement, où en sommes-nous ? Donc il y a deux éléments un peu clés dans cette transition que nous vivons vers la mobilité décarbonée et électrique. C'est à la fois suivre les immatriculations de véhicules et les déploiements d'infrastructures de recharge. Donc sur la partie véhicules, on approche le 1 500 000 véhicules électrifiés sur le territoire. Donc déjà, on
peut constater que c'est un nombre relativement important. Nous ne sommes plus dans des phases de... Ça représente combien par rapport au parc global? Alors, par rapport au parc global, on va être à quelques pourcents, de l'ordre de 3 à 5, j'ai plus le chiffre exact, mais quand même, la dynamique est lancée. Il y a 1,5 million de foyers qui, aujourd'hui, ont un véhicule électrifié. Il faut prendre le micro aussi. Sur les immatriculations neuves, je crois qu'on est à plus de 15%. Oui, on est à plus de 15%. Enfin, voilà, ça dépend des mois, mais la moyenne sur 2023, on va dire qu'elle est probablement aux alentours de 20% de part de marché. Donc ça, c'est sur la partie véhicule. Et sur la partie offre de recharge, donc voilà, quand on n'a pas de véhicule, finalement, on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de bornes. Et puis quand on passe devant, finalement, on ne les voit pas parce que c'est du mobilier urbain plutôt discret. C'est plutôt pas mal qu'il reste discret parce que ça n'a pas vocation non plus à polluer visuellement notre environnement. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, il y en a plus de 100 000. Et donc, le territoire est très largement maillé et de plus en plus, on est dans des problématiques de renforcement. Donc, que ce soit côté véhicule ou côté recharge, on a une offre qui devient très significative. Et au-delà de ces valeurs absolues qu'on peut commenter et à intervalles réguliers et constater, ce qui est intéressant, c'est les dynamiques qu'il y a derrière. Donc côté immatriculation, on a fait une multiplication par 2 depuis fin 2021. Donc en à peine 2 ans, on a multiplié par 2 le nombre de véhicules en circulation. Sur ces véhicules, les 2 tiers sont des véhicules 100% électriques, le reste étant donc des véhicules hybrides rechargeables. Et dernier élément intéressant à constater, c'est que on pouvait imaginer que dans un premier temps, c'était principalement des véhicules, on va dire, réservés aux besoins professionnels ou d'entreprise. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que progressivement, les acheteurs de véhicules électriques sont en train de devenir des particuliers. Donc aujourd'hui, 60% des acheteurs de véhicules 100% électriques sont des particuliers. Donc on voit qu'il y a un peu une progression plus ou moins naturelle de l'écosystème vers finalement un usage de plus en plus grand public. Côté infrastructure de recharge, la dynamique est à peu près la même. On est sur une phase d'accélération relativement importante. Donc en nombre de points de charge, on a fait plus 47% sur 12 mois, donc près de 50% de plus. Nouvel ajout là, de notre baromètre Aver France que l'on publie mensuellement, c'est le taux de disponibilité. Donc le taux de disponibilité, c'est ce qui va venir renseigner, on va dire, la qualité des infrastructures de recharge qui sont déployées, puisque ça vient mesurer le nombre d'heures de fonctionnement versus le nombre d'heures en maintenance ou en phase d'être réparé. Le taux de disponibilité, donc c'est le moment où on peut se recharger ou ça comprend aussi le moment où les gens se rechargent aussi dans ce temps-là, hein. Alors oui, en fait, le taux de disponibilité, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est le rapport entre le temps d'un point de recharge en fonctionnement versus le temps en maintenance. Donc là, 83%, ça veut dire que sur une année, 83% de l'année, le point de charge est en service. Et donc, le reste du temps, les 17%, il est en maintenance. Donc ça, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle est encore plus forte sur la partie recharge rapide. Notamment sur la recharge supérieure à 150 kW, c'est plus 200% de points de charge sur la dernière année. Donc une dynamique extrêmement forte. Juste pour donner des ordres de grandeur au public, parce que ça, c'est des chiffres que vous connaissez par cœur, Ludovic, Sébastien et Jacques, mais 150 kW, une batterie d'une voiture aujourd'hui, c'est combien de kilowatts ? Alors je voulais me dire, il y a plusieurs voitures, il y a les grosses. Ça va varier entre les véhicules, mais on va dire entre 30 à 80 kWh. Et donc, c'est une recharge qui va pouvoir permettre de faire un plein en moins de 30 minutes. Voilà, mais donc une voiture aujourd'hui, c'est 80 kWh. 30 à 80 kWh. Ouais, ça dépend des modèles. Ouais, donc c'est très rapide en termes de recharge, hein. C'est très rapide. On va pouvoir faire le plein en moins de 30 minutes. Il faut savoir que ce qui est le facteur limitant actuellement par rapport à la charge rapide, c'est la capacité d'acquisition de charge du véhicule en fait en général. Donc tous les véhicules en circulation ne sont pas capables de charger à 150 kW. Il y a des questions de technologie là aussi derrière. Disons que c'est juste la capacité d'absorption de la batterie. Il y a beaucoup de véhicules qui vont par exemple pouvoir charger que
à jusqu'à 100 kW, etc. Donc, avoir une batterie de 150 kg, ça permet aux véhicules, je dirais, les plus, qui ont la plus forte puissance de charger le plus vite. Mais c'est le véhicule qui décide. Il y a de plus en plus, la puissance d'absorption des batteries tend à augmenter. Donc, les constructeurs mettent des véhicules qui ont des batteries de plus en plus puissantes. Et donc, ça permet de charger la voiture aussi de plus en plus rapidement. Donc, il faut que le chargeur ait la puissance et aussi qu'il faut que le véhicule ait la capacité d'absorber la puissance. Oui, Sébastien, je veux pas faire trop de digressions, mais je vais vous poser la question quand même sur les bornes. Est-ce que les bornes, qu'une borne à 150, parce que c'est vos sujets, une borne à 150 sur un véhicule qui n'accepte pas une charge à 150, on peut la brancher sur le véhicule, c'est-à-dire que la borne, on va pouvoir limiter sa puissance? Oui, tout à fait. En fait, c'est qui peut le plus, peut le moins. En fait, c'est le véhicule qui va absorber. Si elle peut prendre que 100, sur une borne 150, elle va tirer 100 kg. Voilà. Donc on n'a pas de danger à se brancher. Ok. Ludovic, allez, on vous laisse. Voilà. Non, mais c'était important de intéressante et effectivement, en fonction des besoins et des usages, voilà, faut bien se renseigner quand on achète son véhicule pour s'assurer qu'il puisse accepter la puissance de recharge que l'on souhaite. Donc là, c'était un peu pour faire un tour d'horizon de où est-ce qu'on en est et cette transition. Donc voilà, aujourd'hui, la thématique, c'est un peu comment sur l'espace public, est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les collectivités peuvent jouer un rôle? Parce que évidemment qu'elles ont un rôle à jouer très important de par leurs différentes attributions. Donc il y a plusieurs initiatives en cours. Donc la première, c'est ce qu'on appelle les SDIRVE, donc qui sont des schémas directeurs d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, qui sont une initiative issue du cadre réglementaire et notamment de la loi LOM en 2021. Et l'idée, c'est de se dire, un territoire, avant de se lancer dans des déploiements, la première chose à faire, c'est de se poser, de regarder quelle est l'offre disponible sur le territoire, et essayer de réfléchir de manière stratégique pour répondre aux besoins et pas forcément positionner les projets de recharge sur des conceptions qu'on pourrait avoir avant d'avoir fait bien un inventaire de l'offre actuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est piloté par ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité, qui sont donc des autorités compétentes pour mener ce type d'initiative. Et l'intérêt pour une collectivité, au-delà de mieux comprendre les besoins de son territoire, ça va aussi d'avoir accès à certaines incitations financières et notamment l'accès à un taux de réfaction des coûts de connexion au réseau public d'électricité de moins 75% au lieu de 40%. Donc là, c'est pour les coûts de... Pour expliquer au public le taux de réfaction, alors qu'est-ce que c'est? Donc le taux de réfaction, c'est quelque chose qui va s'appliquer, on va dire, aux factures qui restent à payer pour créer des nouveaux points de connexion au réseau public de distribution, donc qui vont être nécessaires pour le déploiement de bornes de recharge. Avant de déployer les bornes, il faut bien un point de livraison du réseau public de distribution pour pouvoir les y connecter. Et donc, lors de la création de ces dispositifs, la loi impose aux gestionnaires de réseaux publics de réduire le reste à charge de 40% de manière classique. Et si le territoire a mis en place un SDIRVE, eh bien, il pourra bénéficier d'une réduction non plus de moins 40%, mais de moins 75%. Oui, donc ce qui est colossal. Donc on voit, il n'y a pas d'obligation, si j'ai bien compris, du schéma directeur IRVE, mais une incitation quand même forte en termes de bénéfices financiers. Oui. C'est très fortement recommandé pour mieux comprendre les besoins de son territoire, mais également il y a des mécanismes incitatifs qui ont été mis en place, et notamment celui que je viens de décrire. Donc aujourd'hui, en 2023, on estime que sur le territoire, plus d'une centaine de SDIRVE ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Donc c'est une initiative qui a été, on va dire, bien entamée. Ça se fait à l'échelle de quoi? Vous avez parlé de collectivité, d'un département, d'un... Là, c'est chaque territoire qui va décider la maille la plus adaptée pour réaliser. Donc ça peut être un EPCI ou un établissement public territorial ou un département qui vont décider. Ça peut être un EPCI. Alors souvent, ce sont les fameuses AOM, donc les autorités organisatrices de la mobilité,
voilà, qui sont soit les collectivités qui ont souhaité devenir AOM, soit les régions. Donc voilà, il y a différentes possibilités, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, on va dire, l'échelle départementale ou régionale est souvent retenue pour être la plus pertinente. Donc ça, c'est côté, finalement, faire le point sur les besoins. Ensuite, vous l'avez vu, la transition que nous sommes en train de vivre, elle est rapide, elle s'accélère, et donc, pour inciter au passage à l'acte avant que l'ensemble de ces déploiements ne soit pleinement rentable, parce que évidemment il y aura toujours plus de véhicules demain qu'aujourd'hui, l'État a mis en place des dispositifs d'aide pour aider les collectivités dans leur déploiement, et notamment à avoir ce rôle d'amorçage, parce que c'est toujours un peu le fameux dilemme de la poule et de l'œuf. Il y a 2 initiatives principales. Donc le programme Advenir piloté par l'AVER France, qui va permettre aux collectivités de se faire financer jusqu'à 30% des coûts de fourniture et d'installation de points de recharge ouverts à tout public sur voirie. Mais également, il y a un appel à projet de l'ADEME dans le cadre du fonds Agir pour la transition écologique, qui va pouvoir financer jusqu'à 40% des investissements. Une fois qu'on a fait le point sur son territoire, où sont les besoins, où est l'offre existante, qu'on a pris connaissance des différents dispositifs d'aide, évidemment, il reste encore beaucoup à faire, et comment agir de manière la plus stratégique possible. Ça va évidemment dépendre de chaque territoire, de ses enjeux propres et de ses spécificités. Néanmoins, donc l'AVER France a récemment publié une étude Hit the Road qui visait à réaliser une projection à 2035 de la France et de ses besoins en termes d'infrastructures de recharge. Donc c'est une étude qui est publiquement accessible en 3 tomes, qui a été le fruit d'une concertation exhaustive des différents acteurs de l'écosystème. Il y a plein d'informations à venir récupérer dans cette étude. Donc je vais juste vous présenter une grande conclusion. Elle est en libre accès, juste pour préciser, cette étude. Elle est en libre accès sur le site donc de l'AVER France. Voilà, mais cher public aussi, on fait un petit j'en profite, on fait un petit deal avec vous, cher public. C'est à la fin de la conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction, et ceux qui répondent au questionnaire de satisfaction reçoivent les présentations, et donc avec les éléments, les liens qui vont bien pour accéder à ces documents. Voilà, donc c'est une étude en 3 tomes, il y a évidemment beaucoup d'éléments, et je pense que ce n'était pas le moment opportun de tout développer avec vous, mais une des conclusions, c'est sur le dimensionnement de l'infrastructure en 2035, pour prendre aussi la mesure de la marge supplémentaire qui nous reste à franchir en tant que collectivité ou aménageur privé pour répondre aux futurs besoins des véhicules qui seront mis en circulation d'ici 2035. Donc on a de manière un peu classique réalisé différents types de scénarios avec des hypothèses plus ou moins on va dire favorables. Les 2 scénarios, on va dire, qui sont les plus probables, c'est le scénario médian, voire le scénario haut, avec une hypothèse d'utilisation, on va dire, moyenne. Et donc la conclusion de cette étude, donc je vous disais en introduction qu'aujourd'hui on est à un peu plus de 100 000 points de charge ouverts au public sur l'ensemble du territoire. Eh bien, on estime que d'ici à 2035, pour couvrir les besoins de l'ensemble des véhicules qui seront en circulation, il faudra réaliser une multiplication par 3 ou par 4 de ce nombre pour atteindre 300 à 385 000 points de recharge sur l'ensemble du territoire. Donc, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire également. Voilà, c'était une belle introduction, là, c'est en termes de chiffres. Merci Ludovic, mais on va revenir parce qu'il y a une deuxième partie sur votre intervention. On voit quand même qu'il y a des enjeux, Sébastien, on va vous donner la zapette. Voilà. On voit qu'il y a des enjeux en termes d'opérateurs. Hein. Il faut déployer toutes ces bornes, il faut avoir les bornes, c'est colossal. On sait que d'ailleurs, on en parlait ce matin avec les électriciens,
On sait que les électriciens, en tout cas, cette filière électrique est déjà sous tension parce que, si je peux utiliser ce terme, parce qu'il y a le photovoltaïque aussi, vous avez entendu, il y a un rapport qui est sorti hier, le photovoltaïque aussi, il y a une grosse croissance sur le photovoltaïque. En tout cas, l'électrification des usages de manière globale, on peut dire, est très fort. Alors, Sébastien, pour Wallbox, on se pose la question, du coup, quelles sont les attentes du public autour de ces bornes de recharge et ces infrastructures? Merci beaucoup. Alors, je vais présenter rapidement Wallbox. Wallbox est une entreprise espagnole cotée à la Bourse de New York. On est un peu plus jeune que Laver. On a été fondé en 2015. Mais on est une entreprise qui est 100% focalisée sur la recharge pour les véhicules électriques et tout un écosystème qui est autour de ça. On est présent dans le monde sur quasiment tous les continents, notamment en Europe où l'usine et le siège tout se trouvent à Barcelone. Et bien sûr, nous sommes présents en France, aux États-Unis, où nous avons aussi une autre usine là-bas. Sur cette diapo, en fait, ce que vous voyez, c'est la vision qu'on a chez Wallbox du futur de l'énergie et de la mobilité dans son ensemble et toutes les interactions qu'il peut y avoir. Donc vous avez les bâtiments de bureaux, vous avez les maisons, là où habitent les personnes, vous avez la recharge publique, qui est le sujet d'aujourd'hui, et puis vous avez aussi tout un sujet sur la gestion de l'énergie et comment intégrer justement la recharge et la mobilité électrique dans ces sujets-là. Et pour chacun de ces illustrations, nous travaillons chez Wallbox sur des offres qui sont déjà commercialisées et opérationnelles aujourd'hui pour répondre à chacun de ces points-là. Alors, pour aussi, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est la recharge publique, on va montrer ici, c'est les quelques grands partenaires qui nous font confiance et qu'on remercie encore. Alors bien sûr, Atlante, nous avons beaucoup de grands partenaires CPO, dont fait partie Atlante. Nous avons des utilities, donc des gens qui produisent de l'énergie, comme Iberdrola. Nous avons d'autres personnes qui sont des purs CPO, qui sont comme Osprey au Royaume-Uni. Alors, peut-être ça nécessite juste de décrire le CPO. Pardon, alors. Excusez-moi. Oui, parce que ça, c'est un terme. C'est un le acronyme, mais en plus. c'est même pas du français. En plus anglais. Alors, un CPO, c'est un Charge Point Operator, donc c'est un opérateur de bande de recharge, donc c'est un exploitant. Je ne vais pas en dire plus, parce que je pense que Jacques, tout à l'heure, en dira davantage. Mais en gros, c'est un exploitant qui va mettre à disposition un réseau de bandes de recharge qui va l'exploiter commercialement, techniquement, etc., pour s'assurer que les bandes fonctionnent. Voilà. Très clair. Voilà. Et donc pour revenir sur la diapo, donc nous avons d'autres partenaires en Italie et dans d'autres pays, comme Bicharge. Nous avons aussi des gens qui travaillent dans l'automobile, donc dans la location des véhicules, comme Europcar, et puis aussi des fabricants comme Kia. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus ici, mais c'est pour montrer qu'aujourd'hui, nous sommes déjà Wallbox implanté avec des grands partenaires de confiance partout en Europe et même un peu au-delà aux États-Unis. Alors, l'offre pour la recharge publique chez Wallbox est représentée par la bande qu'on appelle Supernova. C'est une bande de recharge qui peut aller de 30 kW jusqu'à 150 kW. Alors Supernova, elle a une origine, parce que au tout début de Wallbox, comme son nom l'indique, on est surtout connu, nous, Wallbox, pour la recharge résidentielle ou tertiaire, donc avec des bornes murales Wallbox. Donc c'est par ça qu'on a commencé en 2015-2016. Et puis, on a fait partie des grands pionniers de la recharge en courant continu. Donc dès 2019, avec un produit qui s'appelle la borne Quasar numéro 1 en 2019. La borne Quasar est une borne bidirectionnelle, plutôt justement pour le marché particulier. Donc c'était vraiment en avance sur son temps et qui permettait en fait de faire de la recharge en courant continu vers un véhicule particulier, mais aussi de rediriger l'énergie de la batterie du véhicule vers le réseau,
quand le besoin en était ressenti. Et donc en fait, à partir de 2019, la technologie qui était développée pour les modules de puissance de la bande quasar, c'est à partir de là qu'on trouve les origines de la bande supernova. En 2022, c'est la première étape de supernova. Nous avons lancé et commercialisé dès 2022 la bande supernova qui allait de 30 jusqu'à 60 kW. En 2023, donc cette année, nous avons lancé la supernova à 150 kW. Et pour le futur, puisque ça, je pense que c'est un point qu'abordera Jacques tout à l'heure, la demande est toujours plus forte pour la puissance. Donc on va aller beaucoup plus loin pour la suite. Et donc c'est juste pour vous montrer que l'origine de la supernova, de la technologie d'essai qui a été développée en interne par Wallbox, elle vient de là. Et en fait, c'est une des grandes forces de Wallbox, c'est d'avoir eu la vision assez tôt et d'avoir investi massivement sur un outil de production dans une usine de 11 000 m² à Barcelone. C'est une usine qui est semi-automatisée. Ça veut dire qu'en fait, les agents techniques chez nous sont assistés par des robots. Et en fait, on reprend les bonnes pratiques qu'on avait pour la fabrication et la production et le développement des bornes de recharge courant alternatif pour le grand public, mais appliquées pour les bornes de recharge courant continu. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, en capacité maximale annuelle, de produire 10 000 unités de bornes de recharge courant continu supernova. Donc déjà en 2022, à l'année de commercialisation de l'offre supernova, nous avons livré plus de 1000 unités de bornes supernova. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 800 supernova qui sont déjà en exploitation. Donc c'est un chiffre qui est très important puisque ça nous permet aussi d'avoir un retour terrain. On a eu un retour terrain assez vite et ça nous permet d'améliorer en continu nos bornes de recharge. Et sur l'intégration verticale aussi, c'est pour aller plus vite pour le marché, pour répondre aux attentes à la fois de nos partenaires opérateurs, mais aussi pour les clients finaux, les conducteurs. Un investissement fort a aussi été fait dans la R&D et dans tous les outils de test de qualité, donc tout ce qui est chambre climatique pour tester la borne en conditions de stress, sous la chaleur, sous le froid, sous la pluie, en environnement salin, etc. Avec des chambres aussi électromagnétiques là, qui est illustrée là, sur la diapositive, mais aussi toute une partie de l'usine, c'est la photo du milieu qu'on voit sous la borne, toute une partie de l'usine qui est en fait constituée d'une rangée de véhicules. On vient tester tous les véhicules nouveaux qui sortent pour justement tester leur comportement, pour s'assurer que la compatibilité est bonne et que les comportements nouveaux qui sont imposés par les BMS, par les systèmes de gestion des batteries des véhicules qui arrivent sur le marché, vont bien se comporter avec notre borne supernova. Donc ça, c'est des moyens qui sont mis en œuvre, qui ont été déjà pensés dès 2020 pour justement attaquer le marché de la charge rapide aujourd'hui. C'est une borne aussi qui est adaptée à tout type d'environnement. Sur cette photo, on voit en fait que la borne est très compacte, elle est très fine, et ça permet dans certaines situations de pouvoir la mettre contre un mur, puisqu'en fait la ventilation, qui est un point qui semble basique mais qui est très importante, elle se fait de droite à gauche sur le côté. On pense aussi toujours dans les attentes en fait du public, il y a aussi ce qu'attendent aussi les personnes qui vont aller installer ce produit. Donc les personnes qui vont aller installer ce produit sont les installateurs qui vont aussi aller le maintenir. Et en fait, c'est très important d'avoir un produit qui soit convaincant non seulement pour les utilisateurs finaux, qui est assez clé, mais aussi pour les personnes qui vont aller exploiter et maintenir le produit. Parce qu'à la fin, vous avez un sujet qui est un sujet économique, mais je laisserai la parole à Jacques tout à l'heure. La supernova, qui est donc aussi déjà aujourd'hui commercialisée en version 150 kW, dispose en fait de beaucoup d'éléments qui sont pensés pour faciliter la vie aux conducteurs. Et ça, je dirais que c'est un peu grâce à l'ADN
de Wallbox, donc qui a commencé avec des bornes qui étaient plus destinées pour le particulier, avec une attention au détail, à l'utilisation, à tout ce qui est interface, etc. Tout ça, ça a été remis dans la Supernova. Donc ce qu'on voit ici, c'est une borne qui, d'une part, est peu imposante, elle est plutôt avenante, et surtout, beaucoup d'éléments sont faits pour faciliter et pour rendre l'utilisation intuitive de cette borne-là. Donc déjà, c'est une borne qui, en fait, indique sur son toit, est visible de très loin, si elle est disponible ou pas, avec un bandeau de voyant qui est en hauteur. Vert, c'est libre, bleu, c'est en charge. Voilà, tout simplement. Donc de loin, le conducteur qui cherche une place électrique, il va voir tout de suite s'il peut aller vers là ou là-bas pour aller se recharger. On voit aussi qu'il y a un écran. Donc c'est un écran qui est tactile, qui est très réactif et qui est aussi très intuitif pour faciliter l'usage. Donc il suffit de choisir gauche-droite, de badger. Si vous voulez, aussi on peut mettre un lecteur de carte bancaire pour faciliter l'usage et l'accès à la borne de recharge. Et puis tout simplement, vous allez prendre le pistolet à gauche ou à droite que vous aurez choisi. Et voilà, et vous allez pouvoir recharger votre véhicule tout simplement. Et des choses aussi qui sont, je dirais, auxquelles on ne pense pas forcément. Mais par exemple, sur une borne 150 kW Supernova, les câbles où il y a les pistolets, les câbles de recharge, sont un peu plus lourds. Parce qu'on porte quand même, on va jusqu'à une tension de 1000 volts sur ces câbles-là, jusqu'à 500 ampères 1000 volts. Donc ce qui fait que le diamètre du câble est un peu plus important et un peu plus lourd à manipuler. Et en fait, on n'a pas réinventé la roue, on a repris des usages ou des méthodes qui sont utilisées dans le bon vieux monde de la station essence. Vous avez un système de rappel de câble, à cliquer, qui va venir en fait rendre le câble un peu plus léger pour le manipuler. Et ensuite, quand vous avez fini de charger, ça va ramener le câble de manière tout doucement vers la borne en fait. Et ça facilite non seulement la vie pour l'utilisateur, parce que c'est plus léger, et aussi ça évite, alors ça c'est aussi quand on n'a pas la tête dans le guidon comme nous, ça évite aussi que le câble frotte par terre. Et un câble qui frotte par terre, c'est de l'abrasion, et l'abrasion, ça veut dire un câble qui va être remplacé, et c'est des coûts en plus, et ça veut dire que c'est une borne qui sera moins disponible aussi. Voilà. Et des dangers peut-être aussi si un câble... Bien sûr, si les câbles, alors ça malheureusement on en voit encore, mais en plus la plupart du temps ce sont des câbles qui sont de couleur noire, et souvent ce sont des câbles qui sont assez longs, et parfois quand ça traîne par terre, c'est très dangereux, tout simplement parce qu'on peut se prendre les pieds dedans, et quand c'est pas bien éclairé, etc., c'est pas top. Voilà, du point de vue conducteur, c'est pas vraiment la meilleure chose. Alors je vois que vous n'en avez pas parlé, mais c'est aussi des bornes qui sont... là, vous avancez. C'est des bornes qui sont connectées oui. Sur le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on a tous les smartphones, les usages, donc forcément la borne, elle est aujourd'hui connectée par défaut. Oui, aujourd'hui, en fait, la borne est connectée pour deux raisons, et on va le voir dans la diapo de tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, du point de vue, par exemple, de l'entreprise, de l'entité qui va accueillir ces bornes de recharge là, sur son terrain, alors non seulement c'est pour offrir un service de plus pour les clients, par exemple si c'est un supermarché, si c'est un hôtel, ou si c'est une station de recharge, tout simplement. Mais pour faire venir les conducteurs ont besoin de voir si la borne est disponible ou pas. Les conducteurs de véhicules électriques ont aujourd'hui dans leur poche un smartphone avec au moins, je pense, 3-4 applications pour trouver des bornes de recharge. Ou déjà, sur le GPS de l'ordinateur de bord du véhicule, ils vont pouvoir programmer leur itinéraire. Et en fait, les bornes de recharge sont connectées pour cette raison-là, notamment pour informer en temps réel les conducteurs, pour leur dire « oui, je suis disponible », c'est ce côté-là qui est disponible, c'est l'autre qui est disponible, ou non, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Et ces informations qui sont très importantes en fait, pour non seulement rassurer, mais aussi faciliter l'accès à la recharge. Oui, donc ça s'est envoyé sur le réseau à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de véhicules électriques, les informations pour dire on peut se recharger chez moi. Absolument. Et en fait, il y a un intérêt de plus qui est, je dirais, pour un intérêt commercial pour la personne qui va accueillir ces bornes chez elle.
c'est aussi en fait, de démultiplier sa visibilité. Donc, on peut penser que c'est un investissement qui est purement matériel, mais c'est aussi un investissement marketing pour en fait virtuellement agrandir votre zone de chalandise. Vous, supermarché, ou vous, station essence, ou vous, hôtel, ou même on pourrait dire des boulangeries, vous allez vous rendre X fois plus visible parce que vous allez vous retrouver sur des dizaines et dizaines d'applications, de GPS, et vous allez attirer en plus une clientèle de conducteurs de véhicules électriques qui va vous choisir vous, tout simplement parce qu'il vous aura trouvé, parce que vous avez une borne chez vous. Et aujourd'hui, on le voit déjà aujourd'hui dans l'hôtellerie. Si vous regardez Booking, aujourd'hui, vous avez dans les filtres Booking, vous avez borne de recharge. Voilà. Si vous conduisez une voiture électrique, vous pouvez être certain que cette case-là, vous allez la cocher pour sélectionner votre hôtel. Ça veut dire, Sébastien, c'est de la même manière qu'à un moment, on choisissait les hôtels qui avaient du Wi-Fi. Exactement. Parce que tous les hôtels n'avaient pas de Wi-Fi. Bon, on allait dans les hôtels qui avaient du Wi-Fi quand on en avait besoin. Là, ça sera la même chose c'est ce qui va se passer sur les véhicules électriques. Hein. Exactement. C'est-à-dire que c'est un facteur déterminant, une singularité qui est offerte aux hôtels. Et aux hôtels, pas qu'aux hôtels. Hein, mais... En fait, c'est tous les endroits qui accueillent un public. Je ne vais pas tout détailler, mais ce que je pense que Jacques va en parler tout à l'heure, mais tous les endroits qui accueillent du public, que ce soit pour des visées commerciales ou non, ont intérêt en fait à proposer ce service-là, qui, comme vous le dites, c'est une singularité aujourd'hui, mais qui demain en fait sera très très commun. C'est comme le Wi-Fi, et c'est le Wi-Fi de demain en fait. Là, je rebondis juste, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais est-ce qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, les personnes qui peuvent installer des bornes comme ça devant chez eux, ils ont pris conscience de cet enjeu-là, Sébastien ou Jacques, hein, je ne sais pas, Alors, pas complètement Ils n'ont pas vu le facteur je dirais que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux situations assez contrastées. Je pense qu'en ce qui concerne les promoteurs immobiliers, donc ceux qui font du neuf, la situation n'est pas si simple parce que, d'abord, vous savez, n'êtes pas savoir en tout cas qu'en France, il y a une crise importante de l'immobilier. Donc il y a un investissement qu'il faudrait consentir pour installer ces bornes qui n'est pas simple à porter, même sur de la recharge lente où c'est pas du tout les mêmes niveaux d'investissement, hein, puisque une borne rapide c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, une borne lente c'est quelques centaines d'euros, mais si vous vous installez par exemple dans un immeuble d'habitation, ça va faire des sommes importantes. Et moi, les contacts que j'ai, je viens du monde de l'immobilier, je sais que les promoteurs immobiliers actuellement sont assez réticents à faire ces investissements supplémentaires parce qu'ils ont déjà des bilans d'opérations très même tendus. Si ça pourrait constituer un avantage commercial pour vendre ces logements. Ouais. Et ensuite, même quand l'immeuble est construit en résidentiel, c'est pas toujours simple parce que vous avez des copropriétés. Donc si vous avez un seul propriétaire, imaginons un immeuble de bureau qui a été acheté par une société qui dit bon là, j'investis pour mes salariés. Là, c'est le cas le plus simple. S'ils sont prêts à porter l'investissement, ils vont équiper en borne lente. Et vous êtes salarié dans cette entreprise, vous vous garez dans le parking de l'entreprise, vous chargez votre véhicule, le soir, vous le reprenez, il est chargé. Mais dans une copropriété résidentielle, actuellement, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas toujours simple parce que une partie de la copropriété va dire moi, ça m'intéresse, j'ai un véhicule électrique. D'autres vont dire non, etc. Mais là, je parlais plus de l'aspect commercial. Après, donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas qui est les sites commerciaux, par exemple, existants. Là, oui, clairement... nous, ce qu'on constate, j'en parlais tout à l'heure, c'est que bien sûr, ce n'est pas uniforme, mais une grande partie des acteurs ont déjà pris conscience de ça et commencent à équiper de manière importante les sites. Mais voilà, mais on en reparlera tout à l'heure. C'était juste pour avoir un écho sur ce sujet. Sébastien, alors je vous laisse continuer. Ouais. Merci. Alors, pour finir sur cette première partie, donc après, il y a si vous voulez, dans la chaîne de valeur pour la recharge publique. On a parlé du fabricant qui est nous, Wallbox, du conducteur. Et je dirais que ce qui est peut-être la partie quasiment la plus importante, donc c'est la grosse partie immergée de l'iceberg, c'est toute la partie exploitation. On sait tous que le conducteur, lui, ne voit pas et qu'il n'a pas forcément envie de voir. Il a juste envie de voir que la borne fonctionne. C'est simple, c'est comme vous en thermique, vous arrivez à une station essence, vous n'allez pas vous demander si la station fonctionne ou pas. Vous voulez juste avoir de l'essence dans le moteur. Là, c'est pareil. Pour arriver, je dirais, à une perception des stations de recharge à au-delà de 83% de taux de disponibilité, il faut qu'on arrive à ça dans le monde de la recharge aussi. Et en fait, du côté de Wallbox,
on a mis en place certaines stratégies pour faire en sorte que la bande soit le plus haut taux de disponibilité possible. Alors, d'un point de vue technologie, bien sûr, on a utilisé des technologies pour les modules de puissance, qui est le silicium silicon carbide, qui est aujourd'hui la technologie la plus fiable et la plus efficiente. Mais au-delà de ça, on a aussi développé un outil qui s'appelle Cosmos, Wallbox Cosmos, qui est en fait tout simplement un outil qui va venir remonter toutes les données techniques que les capteurs de la borne dans Supernova va mesurer. Donc on mesure tout, absolument tout dans la borne. Ce sont des données strictement techniques qui sont anonymes, donc on ne sait rien de ce que fait le conducteur. Mais en revanche, on va venir mesurer par exemple comment fonctionnent les ventilateurs. On va venir mesurer la température, l'humidité dans la borne, donc des choses plutôt basiques. Et puis on va aller encore plus loin. On va mesurer sur chacun des modules que vous voyez là sur le côté gauche de la borne, donc les modules de puissance. On va venir mesurer chacun de ces modules-là et vraiment dans le détail, l'intensité, la tension de chacun de ces éléments et beaucoup d'autres éléments dans l'intérieur de la borne. Et ce qui est important, c'est que ces informations-là, on ne les garde pas pour nous, on les utilise en support à nos partenaires installateurs, à nos partenaires opérateurs de recharge, et on ouvre cette plateforme-là pour qu'en fait, dans le cas d'un dysfonctionnement ou dans le cas détecté d'une panne théorique, on puisse appuyer nos partenaires pour aller plus vite dans la résolution des problèmes. Parce que tout simplement, c'est soit on a une seule voie de communication avec la borne et on ne voit que ce que peut remonter, par exemple, la supervision qui est utilisée par le partenaire. Et malheureusement, on n'a pas toujours tout le détail technique qui peut venir faciliter et approfondir la partie diagnostique. Ici, on a vraiment une vision, je dirais, chirurgicale de la borne de recharge. Et c'est des données qu'on partage parce qu'en fait, on va aller plus vite et améliorer plus vite aussi, rendre meilleur le taux de disponibilité. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait, la valeur, elle est là. C'est que quelqu'un qui va exploiter un réseau de bornes de recharge, son revenu, c'est les sessions de recharge qui seront vendues. Et une borne qui est KO, c'est une borne qui fait perdre de l'argent, tout simplement. Donc en fait, ici, le nerf de la guerre, c'est comment réduire le temps entre le moment où une panne est détectée et le moment où la borne est rétablie. Et puis même détecter, j'imagine, prévoir qu'il y a une panne qui va arriver, parce que on peut faire un peu de prédiction. C'est ça. En fait, on voit tout de la borne, on voit des éléments, alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais par exemple, on voit la version de software, de firmware de la borne, on voit quand est-ce qu'elle a été fabriquée, avec quel élément elle a été fabriquée, en quelle année, en quel mois aussi, pour identifier le badge de borne qui est sorti. On voit tout un tas de détails qui nous permet en fait d'anticiper et de prévenir des situations qui peuvent être évitées très, très simplement. Et en complément de ça, pour aussi donner les meilleurs outils possibles à nos partenaires, il y a tout un panel de services qu'on appelle le programme Wallbox Care. Donc, les programmes Wallbox Care, c'est un ensemble d'outils. Au départ, c'est la formation. On va venir notamment donner tous les moyens pour nos partenaires, pour qu'ils soient autonomes eux-mêmes et qu'ils puissent faire des choses comme l'installation et la mise en service. On va leur donner aussi les possibilités de détendre les garanties, aussi de faire eux-mêmes la maintenance préventive, ou nous, on peut leur proposer aussi la maintenance préventive ou corrective. Et on va aller jusqu'à la gestion des pièces détachées. Soit on va accompagner le partenaire pour le faire, ou on peut proposer aussi un service pour avoir les pièces détachées le plus proche du terrain, toujours dans l'optique de réduire au maximum le temps pour résoudre une panne. Voilà. Une question que je faisais un parallèle. Je sais que sur les avions, par exemple, il y a des redondances, jusqu'à 8 fois d'ailleurs, sur certaines commandes, parce qu'il ne faut pas que ça tombe en carafe quand on est en vol. Est-ce que sur les bornes aussi, on a des systèmes un peu de redondance pour dire, OK, il peut y en avoir un système qui tombe en panne, ça ne va pas mettre la borne, on va laisser, Benjamin, peut-être la diapo, ça ne va pas laisser la borne sans marche, et puis ça va laisser le temps de réparer une partie?
Alors, en fait, exactement. En fait, pour redécrire Supernova, on dit souvent que c'est une borne modulaire. Alors, c'est pas seulement parce que on utilise des modules de puissance. Donc, c'est les éléments gris que vous voyez sur le côté, qui sont comme des racks là, qui sont sortis comme des tiroirs. En fait, c'est déjà sur cette partie-là, le module de puissance, l'élément le plus critique, ils sont redondants, ou en tout cas, ils se complètent. Ils sont tous exploités de manière égale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dédiés pour un côté ou pour un autre. Ils sont tous utilisés, exploités de manière égale. Et en fait, s'il y en a un qui tombe en panne, la bande continue de fonctionner. Et ce sont les autres modules qui prennent le relais. Oui, c'est ça. Donc on perd peut-être un peu en puissance, Voilà. mais on a la redondance. En tout cas, ça laisse le temps de réparer et continuer à charger. Voilà, je crois qu'on on va revenir dessus. Non, c'est intéressant de voir aussi. Ce que j'ai compris, mais ça je n'avais pas compris quand on avait fait la réunion de calage, c'est qu'il y a un double besoin que vous avez. C'est à la fois les usagers, effectivement, qui vont utiliser leur borne au quotidien. Bon, il ne faut pas qu'ils se posent de questions, il faut que ça marche quand on arrive. Mais il y a aussi tous les opérateurs, et on va venir vers vous, qui ont aussi des besoins, des questions de rentabilité. Hein. J'investis aussi, et donc il faut que ça fonctionne. Et donc ça, c'est un besoin important. Alors, rentrons donc du coup dans ce sujet maintenant de l'installation de ces bornes, Ludovic. On va continuer avec Ludovic et puis après on va vous terminer, Jacques, mais Ludovic, sur là c'est deux parties un peu plus rapides sur les aides qui sont disponibles. Là je parle pour les collectivités qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous écoutent voilà. Aujourd'hui. Puisque la thématique du jour était les IRVE sur la voie publique, donc je voulais un petit peu développer, tout d'abord partager avec vous une actualité importante, puisque le 27 octobre dernier, donc Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé donc la prolongation du programme Advenir pour voilà, un montant de 200 millions d'euros supplémentaires. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des acteurs de la filière qui vont pouvoir continuer de s'appuyer sur un dispositif d'accompagnement et voilà, bénéficier de ces fonds pour faciliter la transition. Cette prolongation, voilà. Bon, l'idée, c'est quand même que le dispositif soit fluide et que cette transition soit absolument voilà, invisible pour l'usager. Néanmoins, les pouvoirs publics ont souhaité affirmer un certain nombre de priorités renforcées qui seront donc celles sur lesquelles nous œuvrerons prochainement pour le programme, donc à savoir l'équipement des copropriétés. Donc Jacques tout à l'heure évoquait les différentes difficultés, mais nous justement on met en place des outils d'accompagnement à la fois pédagogiques, financiers et également pour former les acteurs du secteur. Bon, c'est voilà, un petit message complémentaire, puisque ce n'est pas vraiment l'objet du jour. Mais voilà, donc il y a cet aspect-là, équipement des copropriétés, les collectivités, qui de plus en plus, et c'est un peu ce que montrent les schémas directeurs et l'ensemble des études qu'on peut voilà, réaliser, y compris l'étude de l'AVER France Hit the Road, c'est que la collectivité, de plus en plus, elle va devoir se positionner dans un rôle complémentaire à l'offre privée. Parce qu'il n'y a pas de raison d'investir des deniers publics pour des activités qui sont rentables, là où les fonds privés vont pouvoir voilà, pourvoir ces besoins-là. Et donc, il y aura de plus en plus cette idée de complémentarité et peut-être aller agir là où voilà, la problématique des zones blanches, la problématique des zones résidentielles, voilà, il y a tout un tas de sujets. Mais en tout cas, l'accompagnement des collectivités demeurera pour le programme à devenir une priorité. Et également, troisième priorité qui a été affirmée, c'est l'accompagnement à l'électrification de la mobilité lourde. Voilà. Donc ça, c'était un point d'actualité que je voulais partager avec vous. Et pour reprendre un petit peu le point d'étape, aujourd'hui, le programme Advenir a financé plus de 7000 points de recharge pour des collectivités. Donc voilà, c'est un nombre quand même relativement conséquent, peut-être 7% environ du parc de bornes actuel. Et également, à travers nos actions de formation,
on a pu toucher plus de 5000 agents territoriaux et justement les éduquer à ces différents sujets pour qu'eux s'emparent de cette thématique pour mettre en place des actions concrètes. Est-ce une question sur le financement des collectivités, est-ce que vous venez financer les collectivités qui en auraient le plus besoin, qui serait est-ce que dans le programme c'est déployé comme ça, le moins riche, j'imagine une collectivité on cite toujours la Creuse, qui a des ressources financières un peu plus faibles. Alors nous, on ne va pas avoir ce type de préoccupation, bien que évidemment, il y a une notion. Il faut que l'ensemble du territoire soit in fine servi. Nous, on va plutôt être dans une approche d'homogénéité de traitement et de permettre à toute collectivité de bénéficier des mêmes aides. C'est 30% que j'évoquais tout à l'heure et jusqu'à 9 000 € par point de charge, ce qui est quand même une somme assez significative. Après, on a en interne mené un certain nombre d'analyses pour retrouver la répartition territoriale de ces différents de l'octroi de ces aides. Où est-ce que vont les aides finalement ? Alors assez classiquement, on a retrouvé des points plus chauds sur la carte que d'autres qui correspondent aux zones où la densité et l'activité économique est importante. À l'échelle macro, nous, ce qu'on voit, c'est une bonne distribution des aides sur l'ensemble du territoire, avec évidemment, là où il y a le plus de population, davantage d'aides octroyées. Après, sur certains territoires, si on zoome de manière extrêmement fine, il y a aussi la réalité des projets. Parfois, un département est un peu plus en avance sur le département d'à côté. Donc il y a des... à une échelle très fine, mais grosso modo, l'ensemble des fonds ont été répartis. Donc c'est pour ça qu'on est plus sur une approche d'homogénéité de traitement. Après, si on n'avait pas constaté ça, on aurait peut-être mis en place des choses, puisque on essaye d'être un programme vivant, évolutif et qui s'adapte aux besoins de ses utilisateurs. Donc sur la partie poids lourd, qui peut être aussi une problématique d'intérêt pour les collectivités, donc on a lancé il y a quelque temps un dispositif qui permet l'équipement de points de recharge pour les poids lourds. Et parmi les aides du programme, on va dire que ça fait partie des aides les plus généreuses, parce qu'on sait qu'on est sur un segment où la maturité n'est pas la même que sur le véhicule léger et pour laquelle il y a donc un besoin d'accompagnement supplémentaire. Donc là, on peut avoir des aides qui vont jusqu'à 50% de l'investissement et 15 000 € par point de charge. Donc, Jacques, tout à l'heure, je vous ai posé la question de la puissance d'une batterie de voitures particulier. Un poids lourd, c'est quoi alors, qu'il faut Alors actuellement, on est encore sur un champ qui est en développement, sur le poids lourd, qui n'est pas encore au stade complètement industriel. Il y a des projets qui arrivent, mais on va parler au moins du double sur les poids. Au moins Donc c'est quoi ? C'est 160 oui, kWh. On va dire le haut de fourchette du véhicule, c'est le bas de fourchette du poids lourd, et oui, au-dessus. Alors on est au-dessus des 150-160. Et voilà. Donc nous, on commence à travailler sur le poids lourd. On est en train de mettre en place en fait une équipe, un dispositif et des partenariats pour attaquer ce sujet, ce marché-là. On sera ravis d'accompagner vos projets. En tout cas, pour en savoir plus sur les différentes conditions d'éligibilité et modalités de dépôt de demande, toujours notre portail advenir.mobi qui vous permet de retrouver l'ensemble de l'information. Également d'intérêt pour les collectivités. Donc l'Aver France a publié récemment un certain nombre de publications, on va dire complémentaires à notre étude It's the Road, qui s'intéressait à la recherche ouverte au public, et notamment un guide pour comment électrifier sa flotte de véhicules. On sait qu'il y a des dizaines de milliers voire centaines de milliers de véhicules qui sont quotidiennement utilisés par des agents territoriaux. Il y a tout un... c'est un guide qui a été réalisé avec l'ensemble de la filière et qui va vous permettre de vous lancer sereinement dans des projets et d'anticiper l'ensemble des besoins. Et dernier guide, plus récent également, toujours sur la mobilité lourde, mais sur un segment, on va dire, un peu particulier et qui concerne en premier lieu les collectivités, c'est celui des autocars.
Donc c'est un guide qui a été réalisé en collaboration avec France Hydrogène, parce que voilà, on peut parfois entendre que le véhicule électrique et le véhicule hydrogène sont en compétition. En fait, ils sont complémentaires. Et puis même si on rentre dans la mécanique, les deux sont des véhicules électriques, puisque les deux ont des moteurs électriques. En tout cas, nous, à l'Aver France, on considère que les deux types de véhicules sont finalement des véhicules électriques. Mais voilà, les énergies qui vont approvisionner ces véhicules électriques, elles sont complémentaires. Et donc, on a mené une étude sur les autocars, donc qui, comme je le disais, concerne en premier lieu les collectivités, puisqu'on a beaucoup de ramassage scolaire ou d'activités de cet ordre. Et sur les autocars, ce que notre étude a permis d'identifier, c'est que sur la majorité des besoins, l'électrification sera probablement la solution la plus adaptée pour répondre aux besoins dans des conditions économiques acceptable et optimale, notamment donc pour le ramassage scolaire, puisqu'on va être sur des trajets plutôt de courte distance, mais que pour tout ce qui va être de l'inter-régional ou intercité sur des distances plus longues, là, l'hydrogène va avoir encore un avantage voilà, en attendant potentiellement que d'autres technologies de stockage viennent révolutionner tout ça. Mais voilà, donc là, il y a des éléments chiffrés qui permettent de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce type de projet et voilà, aider notamment les collectivités à la mise en place d'autocars électriques sur leur territoire et hydrogène. Voilà, donc pour faire écho, Sébastien, avant de vous donner la parole, Jacques, pour faire écho, Sébastien, à ce que vient de dire Ludovic, effectivement, il faut maintenant, ce que j'ai bien compris, c'est d'avoir du courant continu sur les bornes pour pouvoir recharger aussi plus rapidement. Hein. Oui. Alors, sur ce point, donc sur les types de bornes et sur la puissance des bornes, donc, je vais m'attarder sur ces quelques images que vous voyez sur la diapo. Alors peut-être que les conducteurs de véhicules électriques ont déjà remarqué ces symboles là au niveau des bornes de recharge. Donc courant continu. Donc en fait, c'est comme aujourd'hui quand vous allez, encore une fois, pour faire la comparaison avec les stations essence, vous avez le sans-plomb, etc. Ici, vous allez avoir beaucoup plus simple. En Europe, on a la chance d'avoir un seul type de connecteur pour la recharge rapide en courant continu. Donc c'est la photo que vous voyez à droite, donc qu'on appelle le CCS, qui veut dire CCS, donc Combined Charging System, donc système combiné de charge. En Europe, c'est le CCS 2, puisque en fait on utilise le type 2 en Europe et pour la recharge courant continu, c'est le CCS 2. Aux États-Unis, ce sera le CSS1 s'il ne se fait pas manger par Tesla. Voilà, tout simplement, de toute façon, si vous achetez aujourd'hui un véhicule électrique, qui soit un véhicule premium ou un véhicule d'entrée de gamme, vous allez avoir ce type d'empreinte au niveau de votre socle de recharge dans la voiture, tout simplement. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment à vous poser de questions. Vous allez arriver à la borne de recharge. Vous allez peut-être voir ces symboles K ou L sur la borne, mais à la limite, vous en fichez. Vous prenez juste le pistolet et vous allez recharger. La distinction entre le K et le L ici, c'est juste pour parler de la puissance. Et ça, c'est plus, je dirais, pour le grand public, pour les véhicules, je dirais les véhicules 4 roues de tourisme. On n'a pas trop besoin de s'en soucier. La différence entre le K et le L, c'est ce que je mets en sous-titre en dessous, c'est que le K, ça monte en tension jusqu'à 500 volts, et le L, ça va jusqu'à 920 à 1000 volts. Donc en fait, pour reprendre ce que disait Jacques tout à l'heure sur les batteries, sur ce que peuvent accepter les véhicules, donc certains véhicules peuvent prendre du 500, certains peuvent prendre jusqu'à 1000, voire un peu moins. Mais aujourd'hui, on observe que pour les véhicules particuliers, il y a une tendance à aller vers la haute tension, c'est-à-dire vers le 920 voire 1000 volts, parce qu'en fait, ça va accélérer la recharge. Ce qui ne veut pas dire pour les véhicules particuliers que s'ils se retrouvent devant une borne avec un K en symbole, elle ne pourra pas se recharger. En revanche,
puisqu'on parlait de poids lourds, ça c'est un point qui est important. Les poids lourds aujourd'hui, puisqu'en fait elles ont des capacités de batterie qui sont beaucoup plus importantes, hein, comme l'a mentionné Jacques tout à l'heure, elles sont en haute tension. Elles sont à 700, 800, 900, 1000 en tension. Donc pour les bornes, pour les camions, pour les poids lourds, elles ne peuvent se recharger que sur des bornes avec ce symbole-là, le L. Donc c'est-à-dire des bornes en haute tension qui font 100 kg, 150, voire plus. Voilà, tout simplement aujourd'hui. Mais pour le conducteur, je dirais le conducteur lambda comme vous et moi, on s'en fiche, on ne conduit pas un poids lourd tous les jours, on a juste notre véhicule classique et on va à la station de recharge, on se charge et hop, voilà. C'était juste pour donner petite info sur le KLL que vous avez peut-être parfois retrouvé normalement sur les bornes de recharge. Et en termes de nombre, juste un chiffre, quand vous vendez des bornes, vous distribuez des bornes, aujourd'hui, quel pourcentage se vend en L et quel pourcentage à 4? Alors en fait, il y a vraiment, comment dire, pour les applications, il y a vraiment un public pour les deux. Donc pour les bornes de 150 kW, c'est des endroits où en fait on sait que le client ne va pas rester très longtemps. Ça peut être des stations de recharge, ça peut être une zone où juste on fait un stop. Et il y a un vrai besoin. Soit c'est un besoin professionnel parce qu'il faut que le véhicule reparte très vite, soit parce que le conducteur il a besoin de repartir très vite. Pour les bornes de 30 à 60 kW, donc qui vont porter le symbole K, vous avez aussi des besoins qui sont toujours là, toujours présents, où on a besoin d'une charge rapide, mais pas forcément très très rapide. On va retrouver ça, par exemple, au niveau de garages, de concessions de véhicules, de voitures. On va retrouver ça parfois aussi au niveau d'hôtellerie, etc., où on peut proposer ce type de puissance-là. Parfois, on est aussi contraint par le réseau électrique, hein, parce que c'est aussi un point qu'il faut prendre dans l'équation économique. Parfois, ça coûte trop cher ou parfois trop longtemps de faire amener plus de puissance sur un site, et on va pouvoir au moins proposer une borne à 60 kW, voire à 30 si besoin. Voilà. Donc il y a vraiment un marché aujourd'hui, la proportion, je ne saurais pas vous dire exactement, mais on a la demande pour les deux, mais ce sont des publics différents. Alors, justement, là, je vais raconter une petite histoire. Et merci Ludovic pour avoir introduit le sujet des poids lourds. Alors, ici, donc de gauche à droite, de haut en bas, en fait, les poids lourds, c'est pendant, je dirais qu'il y a 5 ans, c'était encore un sujet qui était vraiment au tout début. Il y avait peu ou pas d'offres de camions de poids lourds électriques. Et c'était donc pas forcément aussi de marché pour les bornes de recharge. Mais quand on dit poids lourd aussi, il faut imaginer ce que c'est un poids lourd. Donc là, vous voyez un semi-remorque, mais vous avez un poids lourd, c'est aussi les bennes à ordures, tout simplement. Hein, ce que vous voyez dans la rue le matin qui vont venir enlever vos poubelles, ce sont des poids lourds. Vous avez tout ce qui est transport de marchandises, évidemment. Et puis, ce sont des véhicules qui, comme les autres, ont besoin de recharger. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'offre Supernova qu'on a aujourd'hui, on recharge déjà des camions électriques. Là, vous voyez un véhicule de la marque Volvo Trucks. Tout simplement, c'est la même borne. Elle a exactement les mêmes caractéristiques que la borne qu'on propose par ailleurs. C'est une borne 150 kg qui recharge un camion classique. Et en fait, moi ce que je vois ici, c'est un cercle harmonieux, parce que le camion il va venir amener la marchandise, par exemple, dans les supermarchés où là on va aussi retrouver une borne de recharge, où les conducteurs vont aussi venir se recharger. Elle va passer par l'autoroute, donc c'est la photo du milieu, où vous pourrez retrouver des bornes de recharge, et les poids lourds, si vous faites attention au niveau des autoroutes, vous voyez qu'ils ont aussi des stations essence dédiées, au même titre qu'on aura aussi des stations de recharge dédiées aux poids lourds, puisque ce sont des stations qui sont avec des accès plus hauts, enfin des toits plus hauts, etc. Donc il y a tout un écosystème qui se développe autour de la mobilité électrique. Aussi, la photo qui est juste en dessous du camion, c'est là une borne qui est à côté d'un stade. Donc voilà, c'est tout ce qui est environnement sportif, etc.
Vous allez aussi avoir des bornes de recharge. Parce que tout simplement, quand vous allez au stade, soit vous y allez en transport, si vous le pouvez, soit vous venez de loin pour aller voir un match à Paris ou à Marseille, et là vous allez venir peut-être en voiture. Vous avez besoin de vous recharger aussi. Voilà. Et après le stade, vous allez faire peut-être un petit stop au supermarché. Voilà, encore de nouveau, notre borne, un supermarché du côté de Lyon. Et à la fin, on va venir chez Atlante. Là, on est au niveau d'un golf. Voilà, tout simplement. On n'y pense pas, mais tout simplement, tous les endroits qui accueillent du public, où vous allez peut-être venir en véhicule, les golfs, les centres équestres, les circuits de course, des choses comme ça auxquelles on ne pense pas de manière instinctive, vous allez retrouver ces services-là, qui sont des services, je dirais, bonus aujourd'hui, mais qui vont être, je dirais, indispensables pour le futur, pour rester dans le jeu, si vous voulez, je dirais, rester, ne pas être has-been pour vos clients. Voilà. Voilà, merci Sébastien pour cette présentation. Jacques, alors, bon, vous êtes intervenu quand même un petit peu, mais jusqu'à maintenant, mais là, on va vous donner plus de temps pour déployer votre propos, parce qu'on a le plaisir de vous avoir aussi avec nous. Vous êtes opérateur, et donc là, vous êtes plus en contact avec le client final, et l'utilisateur, le donneur d'ordre, hein, celui qui vous demande d'installer la borne. Tout à fait. D'ailleurs, en petite introduction, ce que je veux dire, merci beaucoup d'avoir parlé de la station. Effectivement, je crois que c'était la première station qu'on a équipée avec des wallbox en France. Et c'est vrai que c'est assez un site, moi, pour lequel j'ai une certaine affection. C'est effectivement un club de golf qui est le club de golf de la Palmyre, qui se trouve en bord de mer, hein, près de pas très loin de Royan, entre Royan et La Rochelle. Donc c'est un site assez exceptionnel, magnifique, très beau. Et c'est assez intéressant parce que effectivement là on voit bien, c'est un site qu'on a fait aussi en partenariat avec ce club de golf à Palmyre, qui a un golf donc de 9 trous. Et dans la discussion avec les propriétaires du golf, il y avait cette idée de donner un service supplémentaire aux habitués, et aussi une certaine attractivité, une image de modernité aussi. C'est un point qui est souvent important pour les partenaires. Et là, on voit bien qu'on est dans un dialogue entre nous, qui sommes donc le Charging Point Operator, le CPO, l'exploitant. Donc on fait l'investissement pour l'investissement et on exploite ensuite la station, mais on signe effectivement sur le foncier pour des années. En fait, là, c'est un contrat qui doit faire 15 ou 20 ans. Et donc, il y a aussi cette idée d'une co-gestion, d'une certaine manière, on a un actif qu'on va gérer pour le compte d'un partenaire. C'est ça. Et donc, il y a le client final, le conducteur, celui qui vient avec sa voiture pour charger, qui est notre client principal, on va dire, entre guillemets. Et donc, il y a toute une réflexion, j'y reviendrai, sur comment le servir au mieux, comment faire en sorte que cette expérience de recharge elle soit la plus agréable possible, la plus efficace possible. Mais il y a aussi très souvent, pratiquement toujours, il y a un partenaire qui peut être public ou privé, qui est quelqu'un qui va mettre à disposition son foncier, qui a des objectifs à lui. Et donc, il y a cette double gestion. Oui, parce que là, c'est vous qui investissez, hein, qui est sur les bornes. En l'occurrence, c'est que vous exploitez ces bornes-là. Est-ce qu'il y a des modèles, par exemple, où la personne, ça, c'est ce qui viendrait, ce qui n'est pas le cas, mais où la personne achèterait directement, je sais pas, un restaurant qui achèterait directement sa borne et qu'il exploiterait lui-même? C'est tout à fait possible, mais c'est pas ce qu'on observe le plus souvent. Tout simplement parce que c'est un métier d'exploiter, d'être charging point operator, et que quand vous êtes restaurateur, vous êtes déjà dans la gestion de votre business, hein, et donc il faudrait créer une activité spécifique. C'est un métier qui est technique, qui est assez complexe en fait. Et donc beaucoup d'ailleurs, même des grands groupes par exemple de retail qui possèdent des centres commerciaux, etc., se sont posé la question. Et en général, ce qu'on voit, c'est que au maximum, ils vont plutôt co-investir, ils vont investir dans un spécialiste, mais ils ne vont pas créer des filiales dédiées. Il y a quelques exceptions. Par exemple, je crois que Lidl l'a fait. Mais globalement, ça requiert de créer un nouveau métier dans le groupe. Oui, mais l'hôtel comme ça, qui dit voilà, j'installe la borne et puis je m'en occupe tout seul, c'est pas possible finalement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il faut y mettre des moyens, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et donc, c'est créer une activité dans l'activité, ça c'est sûr. Voilà. Mais bien sûr, ça n'est pas impossible à strictement parler.
Voilà, donc je vais rapidement vous dire qui on est, puis rentrer dans le vif du sujet. Donc, Atlante, on est un opérateur relativement récent, puisque la société s'est créée il y a à peu près 2 ans. On est une société italienne, le siège était à Milan. On est en fait, initialement, on est issu d'un groupe qui s'appelle NOAA, vous voyez en haut à gauche, qui est dans le top 5, enfin, qui est le 3e acteur mondial du stockage d'énergie. Donc, on est des énergéticiens au départ. Donc NOAA, c'est une entreprise qui a été d'ailleurs filiale du groupe MJ à un certain moment, qui est contrôlée par un actionnaire asiatique qui s'appelle TCC, qui est une entreprise de Taïwan, un groupe familial qui pèse 10 milliards, voilà, et qui a racheté donc l'actif ENGIE, qui possède 65% du capital. Et c'est une entreprise elle-même qui se développe très rapidement. C'est-à-dire qu'on vient de gens qui travaillent pour l'énergie renouvelable. Donc, le métier de départ, c'est on crée des grosses stations de stockage pour les renouvelables, pour des gens qui produisent, par exemple, des stations éoliennes massives ou des stations solaires. Et le stockage permet de gérer l'intermittence. Donc, vous produisez du solaire le jour, vous stockez la nuit, etc. Et pour vous donner une idée, le groupe NOAA faisait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 3 ans. Et on devrait finir cette année à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, on est dans un cas d'une augmentation très rapide aussi de tout l'écosystème renouvelable, des énergies renouvelables, de la transition écologique. Et c'est beaucoup dans notre ADN chez Atlante, c'est-à-dire qu'on est vraiment un acteur de cette transition en général. Et on a cet ADN d'énergéticien, donc j'y reviendrai. On est aussi en fait partenaire important du groupe Stellantis, donc on a aussi un lien avec la partie fabricant automobile. Stellantis n'est pas dans le capital d'Atlante, mais nous avons une filiale commune qui s'appelle Free2Move et qui travaille sur les sujets notamment logiciels, donc l'intégration, on en a parlé très vite, logiciel, donc le fait que quand vous êtes dans votre véhicule, vous allez pouvoir identifier la borne, par exemple la connecter directement et qu'elle va directement se charger. Donc on travaille sur ces questions-là avec Stellantis et Free2Move est aussi un acteur de la charge lente. Atlante est spécialisé vraiment sur la charge rapide. Alors, notre objectif, nous, c'est de construire un des plus grands réseaux de recharge, le plus grand peut-être, on verra, d'Europe du Sud. Pour l'instant, on est focalisé sur les 4 pays d'Europe du Sud, que sont la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'analyse qu'on a fait au moment de créer la société il y a 2 ans, donc NOAA a à peu près une quinzaine d'années, je ne l'ai pas dit, donc c'est un groupe qui a déjà une certaine ancienneté, mais Atlante récent en fait, est né d'une idée en fait, de 2 ou 3 personnes il y a 2 ans qui se sont dit voilà, il y a vraiment un besoin en Europe du Sud, l'Europe du Nord est plus avancée. Un pays, par exemple la Norvège, est équipé en véhicule électrique déjà à 80%, mais même l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., c'est déjà beaucoup plus... Il y a des acteurs qui sont là-bas depuis 10 ans, plus d'une dizaine d'années, et c'est déjà plus équipé. En revanche, il y a vraiment un déficit en Europe du Sud, c'est là qu'il y a le plus gros potentiel. Et donc, on a commencé à la fois à développer, définir ce que serait ce CPO idéal, j'y reviendrai, et on s'est dit aussi que dans certains cas, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi faire quelques acquisitions pour accélérer le mouvement. Par exemple, au Portugal, le marché, pour des tas de raisons, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça avait du sens de faire des acquisitions. On a acheté une société importante là-bas, et aussi en Italie. Ça explique qu'on est déjà actuellement, alors qu'on a à peu près 2 ans, on a déjà plus de 500 stations en exploitation. Et la majorité de ces stations sont des stations de charge ultra rapide ou ultra rapide, donc au-dessus de 50. Si je prends juste pour donner un écho sur ce chiffre-là, c'est Ludovic a dit en France, j'ai retenu combien de stations en tout? Alors 110 000 points de charge. D'accord. Donc là, vous en avez 500 là au niveau européen. Non, on a 500 stations. Alors attention. Donc ça veut dire plus de... Dans une station, vous avez des bornes. Ah oui, donc voilà. Chaque borne porte en général 2 points de charge, en général. Pas toujours, mais un peu, on va dire. Donc en gros, si vous avez... nous, par exemple, en France, là, actuellement, au moment où je vous parle, on n'a pas fait d'acquisition. Donc on est parti vraiment de zéro. On a 23 stations d'exploitation. On en ouvre à peu près 2 par jour. En France, on a plutôt des grosses stations. Nos collègues d'Italie et d'Espagne, ils ouvrent des stations qui vont faire, où il va y avoir 2 bornes, voilà, 4 points de charge. Nous, nos stations en moyenne, elles ont plutôt 8 points de charge. Elles ont plutôt 4 bornes avec 8 points. Voilà, donc si je dis que j'ai donc à peu près 25 stations, là, actuellement, on est à 115 points de charge. À la fin de l'année, on sera à peu près à 300 points de charge. Et à la fin de 2024, donc l'année prochaine, on devrait, si on tient notre plan de charge, hein, et là je parle de projets qui sont signés, certifiés, je ne parle pas de choses, voilà, on devrait être à peu près à 1000 points de charge. Ouais. Voilà, et en fin 2025, on sera à 2000 points de charge normalement, au moins 2000 points de charge dans notre réseau.
Sachant que je parle uniquement d'ultra rapide, donc je parle de points de charge de plus de 150 kW. Je pense, donc tu n'as pas donné le chiffre, mais je crois que sur les plus de 150 kW en France actuellement, on doit être à peu près à 6 000, je crois 6 000 – 7 000. Donc ça vous donne une idée. Donc à l'heure actuelle, il y a à peu près 6 000 – 7 000 chargeurs, points de charge ultra rapides en France. Et nous, à la fin de 2025, on en aura que dans notre réseau à nous, il y en aura à peu près 2000. Voilà. Ça vous donne une idée. Si j'ai compris aussi, finalement c'est sur la production d'énergie. Oui. Alors peut-être que vous allez en parler, mais c'est aussi sur la partie intermittente, c'est le moyen, on peut dire à des gens de venir se charger à certains moments pour venir stocker l'énergie, par exemple du photovoltaïque ou de l'éolien. Je vais expliquer tout ça, je vais rentrer dans le détail de tout ça. Alors, je vais donner quelques éléments, un petit peu de contexte, et ensuite je rentrerai plus précisément sur cette question parce qu'elle est importante, il faut creuser un petit peu. Donc, nous, en fait, on est un acteur généraliste du fast charging, je veux dire. Il y a certaines sociétés, alors je vais vous expliquer, certains acteurs, par exemple, ont choisi de se focaliser uniquement sur les autoroutes. Vous avez un acteur assez connu parce qu'il existe depuis une dizaine d'années dans le secteur qui s'appelle Fastned, qui est une des premières sociétés qui a commencé à créer des stations de charge. Donc, c'est une société hollandaise. Et leur choix stratégique, ça a été de se positionner que sur les autoroutes. Donc, ils n'ont pas énormément de stations, mais elles sont toutes sur des autoroutes, qui sont des axes effectivement à très fort trafic. C'est comme le Monopoly. Il y en a qui veulent la rue Le Courbe. Voilà. Vous avez d'autres acteurs qui ont fait des choix de se mettre uniquement sur du périurbain, etc. Nous, on fait les deux. Donc, on travaille à la fois sur le long transit, donc les longs trajets. Donc, on a des stations autoroutes. D'ailleurs, on en a certaines qui sont en construction en ce moment. Mais on est également sur le urbain et périurbain, c'est-à-dire que on va également servir donc l'usager de proximité. On pense, pourquoi c'est un choix de stratégie d'entreprise et philosophique, on pense que pour que les véhicules électriques se développent et il faut que les gens puissent trouver la possibilité de se charger dans des endroits très variés. C'est exactement ce que tu expliquais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez, c'est-à-dire que c'est une des transformations importantes du véhicule électrique, c'est-à-dire que l'endroit où vous allez pouvoir vous recharger en énergie, il est beaucoup plus décentralisé qu'avant. Et les gens, je crois, ne se rendent pas compte. Il y a quelques jours, je faisais une petite conférence et puis une dame vient me voir à la fin, elle me dit « Ah, vous savez, quand même, à Paris, ça m'inquiète parce que est-ce qu'on va pouvoir trouver facilement des endroits pour se charger ?» Je lui dis « Mais madame, actuellement, votre voiture à essence, pour faire l'essence à Paris, c'est pas facile. » Elle me dit « Ah oui, c'est vrai, il y a très, très, très peu de stations essence. » Ben ça va changer avec le véhicule électrique. Il y aura beaucoup plus d'endroits où vous pourrez charger votre véhicule au bureau, chez vous, sur des autoroutes, certes, mais aussi dans des stations qui seront dans des restaurants, dans des hôtels, sur des sites sportifs. C'est exactement ce qu'on fait. Oui, il y a un chiffre qui illustre bien ça. On estime que 90% des recharges sont effectuées au domicile ou au travail. Tout à fait. Donc déjà, c'est une différence parce que avant, il faut aller au supermarché ou à la station-service, etc. Et ben maintenant, en fait, son véhicule, on le recharge chez soi ou au travail. Voilà. Donc nous, on sait qu'on servira cette partie. Nous, on est dédié à la recharge dans l'espace public, donc c'est le thème d'aujourd'hui. Mais c'est un espace public très diversifié, donc qui peut aller des grands axes effectivement à ce qu'on appelle les points d'intérêt. Après, dans la façon dont on choisit les lieux, on fait toujours une analyse et on regarde où est-ce qu'il va y avoir du trafic et on cote les différents le site. Et on ne voit effectivement sur ce site que si on pense qu'il y aura un trafic suffisant pour assurer la rentabilité à long terme de la station. Voilà. Oui, c'est ce que disait Ludovic, l'œuf ou la poule. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait une montée en puissance des véhicules, du trafic, et fournir aussi des bornes aux endroits où il y a du trafic, voilà. Qui permet aussi au trafic de se développer. Voilà, alors ça, c'est aussi un des points qui répond à votre première question, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir porter l'investissement. C'est-à-dire que nous, en termes de capacité de financement, on a une capacité de financement très importante. On a été doté en financement par notre actionnaire principal. On a également on a eu bénéficié de subventions européennes. Il y a aussi, on a parlé des subventions ADEME et AVER, mais qui sont à devenir, dont on bénéficie également sur pas mal de nos projets. Mais il y a aussi des subventions au niveau européen. Le programme... comment ? Oui, c'est ça, le programme TEN-T. Et donc, on a récolté 70 millions de financement européen. Voilà. Alors, sur des projets, évidemment, c'est très contrôlé. Bien sûr, on doit ensuite, effectivement, détailler
de manière très régulière les investissements qui sont faits. Et on a à peu près, le volume global de financement avec les fonds propres qu'on a de notre actionnaire, c'est à peu près 350 millions d'euros. Donc ça va couvrir, donc on doit créer d'ici fin 2025 à peu près 5000 stations. Donc ça va être faire de l'ordre de 250-300 millions d'euros d'investissement, plus des OPEX. Donc voilà, donc c'est des investissements très massifs. Et la rentabilité de ces investissements, elle est plutôt entre 5-7 ans. Donc, quand vous achetez une borne de charge rapide, c'est un investissement important compte tenu des taux d'utilisation actuels, du fait qu'il n'y a pas encore, ça monte les véhicules électriques, mais il n'y en a encore que quelques pourcents. Ce n'est que dans 5 à 7 ans qu'on aura le retour sur investissement. Voilà, avec des hypothèses sur le taux le coût de l'énergie, etc. Donc, il faut quand même pouvoir porter des investissements pendant un temps long. C'est vraiment un métier plutôt d'infrastructure. Donc, ça explique aussi que pour des acteurs économiques, même importants, ils se disent, bon, c'est quand même pas tout à fait notre métier de faire de l'infrastructure. Voilà. Et on avait aussi la question qui se posait tout à l'heure, on l'a abordé, c'est le réseau Enedis. Oui, c'est un des. Il faut qu'il y ait un réseau qui peut vous permettre de vous brancher dessus. Oui. Actuellement, d'ailleurs, c'est la variable la plus importante, c'est l'élément le plus discriminant dans un projet. C'est-à-dire que, en général, on sait à peu près, une fois qu'on a localisé effectivement, on a fait une analyse du trafic existant sur un site. On se dit, bon voilà, on sait à peu près, on peut projeter le nombre de véhicules. On a des projections qui sont faites par des tas d'organismes qui nous disent, bon ben voilà, dans 10 ans, dans 5 ans, voilà ce qu'on peut prévoir, ok. Et ensuite, on a les investissements, mais le coût de la borne, on le connaît, le coût. Mais ce qui va beaucoup varier et qui n'est pas toujours très facile à prédire, c'est combien ça va coûter d'amener le courant électrique à la bonne puissance à cet endroit. Donc, dans certains cas, on se rend compte que ça peut être très coûteux. Et Enedis nous dit, leur met un certain temps à répondre. Alors en France, ça fonctionne plutôt bien. Dans d'autres pays, c'est parfois plus compliqué. Mais en France, on a assez vite une estimation de ce que ça va coûter. Mais dans quelques fois, on se rend compte que ce n'est pas possible de faire le projet parce que le coût de connexion à une puissance donnée est trop élevé. Alors, je vais y revenir parce qu'il y a un moyen d'optimiser ça qui peut être le stockage d'énergie, l'utilisation du stockage, qui peut, dans certains cas, remplacer la connexion à plus haute puissance. Donc, pour faire nos projets, en fait, on les fait avec toute une série de partenaires potentiels. Donc, on a parlé des municipalités, des autorités locales. En France, elles s'y mettent de plus en plus. Alors, ce qu'on observe quand même en France, c'est qu'il y a encore assez peu de mairies, de villes qui font des appels d'offres pour installer du fast charging. Nous, on a travaillé avec 2 ou 3 municipalités. On a participé à quelques appels d'offres. Par exemple, en Italie, où on est aussi donc, de manière importante, il y a eu beaucoup plus d'appels d'offres de collectivités. Ça a été un des gros... c'est quelque chose qui a beaucoup tiré le marché. En revanche, par exemple, en Italie, il n'y a pratiquement pas eu d'appel d'offres sur les sous-concessions d'autoroutes. Alors qu'en France, ça a été très tôt et très vite. Nos autoroutes sont très bien équipées parce que les différentes sociétés concessionnaires d'autoroutes ont fait des appels d'offres pour, à côté des stations essence, mettre maintenant des stations de charge ultra rapides. Voilà. On travaille avec des propriétaires fonciers, donc ça peut être, comme on disait, des foncières familiales, des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants qui décident d'équiper leur site pour donner de l'attractivité à leur site. Et puis voilà, j'ai parlé des opérateurs d'infrastructure, des fournisseurs, donc que ce soit des grandes axes et des autoroutes. En France, on attend maintenant, je dirais, plus peut-être de dynamisme du côté des collectivités locales. Les syndicats de l'énergie jouent un rôle très positif, mais je pense qu'il faut qu'ils continuent à pousser les collectivités publiques à s'engager. Et puis aussi le réseau non concédé, qui pour l'instant n'a pas tellement été équipé, à ma connaissance. Donc, donc vous savez qu'en France, il y a une partie du réseau autoroutier qui a été concédée à des sociétés privées, mais il y a toute une partie du réseau, même autoroutier, qui n'est pas concédée, qui est gérée directement par l'État. Et pour l'instant, sur ce réseau-là, je crois qu'il n'y a pas eu encore beaucoup d'appels d'offres. Oui, quand on va par exemple à Limoges, je ne sais pas si je pense pas que ce soit concédé. Paris-Limoges, c'est l'autoroute. Il n'y a pas de péage. Mais bon, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais il faut le regarder parfois. C'est vrai qu'on est surpris. Il y a certaines branches d'autoroute, on se dit, ah, tiens, c'est qui ici? Et en fait, c'est parfois des choses qui n'ont pas été concédées par l'État. Ouais. Et voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple, parce que c'était la réponse à votre question tout à l'heure. Donc, le partenaire, quel qu'il soit, ce qu'on lui demande, c'est de mettre à disposition le site sur une durée contractuelle. Alors, il nous faut au moins 10 ans, parce que je vous disais, le taux de retour, c'est généralement 6-7 ans. Donc ensuite, si on veut avoir quand même suffisamment d'années bénéficiaires pour rembourser l'investissement de départ, c'est plutôt 10 ans le minimum. Mais on peut aller jusqu'à 20 ans, voire plus, 30 ans. On peut faire l'acquisition foncière aussi, on peut très bien acheter le site.
On fournit l'accès. Donc le partenaire, dans certains cas, il peut fournir l'accès au réseau électrique, mais en général, l'accès est externe. Et puis, on essaie vraiment d'avoir une relation partenariale en termes de communication et de promotion du projet, y compris, par exemple, une chose que je trouvais très intéressante, par exemple, typiquement pour les collectivités locales, mettre en valeur tout simplement touristiquement le site. On parlait tout à l'heure de la présence sur les applications, dire, voilà, venez avec votre véhicule, faites une pause, vous allez charger, profitez-en pour découvrir le coin, etc. Ce que je veux insister, le véhicule électrique met une autre relation dans la conduite. D'abord, quand on conduit son véhicule électrique, on est beaucoup plus conscient de la consommation. On est beaucoup plus conscient parce que la voiture électrique, elle est beaucoup plus nerveuse que la voiture à essence. Mais également, quand vous montez la vitesse, vous consommez tout de suite beaucoup plus. Et ça se voit parce que l'indicateur, il vous dit, ah tiens, là, vous avez perdu 50 km d'autonomie, etc. potentiellement si vous continuez à conduire comme ça. Bon. Donc, ça force à conduire de manière un petit peu plus détendue, un petit peu plus, voilà. Quand on s'arrête, on charge. Ça dure un tout petit peu plus longtemps que le chargement à essence, mais en même temps, ça permet de faire des pauses. Et donc, je pense que c'est très propice également pour une conduite touristique qui est un peu moins nerveuse, mais qui est aussi qui pousse à découvrir l'environnement. Et donc, on peut aussi utiliser tous les outils qu'on a pour mettre en valeur des collectivités, mettre en valeur des lieux, des endroits, et voilà. Et puisque, en plus, comme je disais, la charge elle est beaucoup plus disséminée qu'avant, elle n'est pas seulement dans la station essence. Nous, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend en charge tous les investissements et on pilote le projet. On analyse la pertinence des sites, on gère, on installe et on exploite l'infrastructure pendant toute la durée. Donc là aussi, c'est un point très important. Il faut être conscient quand une collectivité va choisir un CPO, il faut qu'elle choisisse un partenaire de long terme. Vous choisissez quelqu'un, et là c'est un point très important. Nous, souvent, on dit attention aux offres trop alléchantes, parce que si vous avez un partenaire qui vous dit « je vais vous donner plein d'argent pour votre site, vous payez des énormes loyers », mais qu'il fait faillite dans 3 ans, il y a un problème. Il faut être conscient que vous allez exploiter pendant 15 ans, 20 ans, donc il faut de la fiabilité du matériel. Pour nous, c'est la clé absolue. Donc, Wallbox donc, est un de nos partenaires pour le matériel. On en a très peu. Nous, on travaille avec 3 sociétés pour le matériel, 3-4. Après un appel d'offres qu'on a fait au niveau européen, on a screené des dizaines de sociétés de matériel. Et on a pris vraiment ceux qui nous semblaient les plus fiables et qui nous permettaient aussi de l'entretien le dispositif d'entretien aussi de maintenance le plus fiable. Sébastien, juste une petite question. C'est une borne telle que vous l'avez montée, Supernova. C'est pour combien de temps vous avez prévu qu'elle allait durer quelle durée de vie? Elles sont conçues en fait pour durer, par exemple pour les concessions que mentionne Jacques, plus de 10 ans. Ah oui, donc voilà, oui, on ne prévoit pas de changer sa borne tous les 5 ans. Dans nos modèles économiques, on prévoit effectivement au-delà de 10 ans de faire un remplacement des bornes, mais on considère qu'elles doivent durer à peu près une dizaine d'années. Voilà. Après, il y a des inconnus. Par exemple, on a peu de données pour l'instant encore sur les problématiques de vandalisme ou de choses comme ça. Mais comme le parc il grossit très vite, là aussi l'avantage, ce sont des dispositifs dans lesquels, de la même manière, nous, toutes nos bornes sont reliées entre elles digitalement, électroniquement, elles sont monitorées. On a une salle de pilotage de ces bornes centralisée pour toute l'Europe et on sait tout ce qui se passe en temps réel sur nos bornes, la consommation, etc. Et donc, c'est des choses qu'on va pouvoir suivre et sur lesquelles on a déjà des statistiques intéressantes. Donc là, vous voyez différents cas d'usage. Donc, vous voyez des centres commerciaux, hôtels. Voilà, j'ai remis une photo du Golfe Valmir. En bas à gauche, c'est une station autoroute qui est en construction actuellement. Donc on en a 4 en construction en ce moment, celle-ci sur l'aire de Marguerite Sud, sur la 9 ou la 10, je ne sais plus. Voilà, donc c'est des stations très grandes, les stations d'autoroute. Là, vous avez 25 bornes, c'est des bornes individuelles, là c'est rare. Donc, c'était une demande de Vinci, qui est le concessionnaire, qui nous a demandé de faire des bornes individuelles. Donc, c'est des bornes individuelles de 150 kW. Il y en a 25, je crois, sur ce site. Et sinon, c'est plutôt des bornes avec deux chargeurs. Donc, 150 ou 300 kW. On installe de plus en plus de bornes de 300 kW ou plus. Alors, ce que je voulais dire qui est important, c'est là, je viens au point que vous faisiez tout à l'heure. Nous, en fait, on a une vision technologique. Donc, Atlante, c'est une société qui est, comme vous voyez, qui vient vraiment de l'énergie. Et ce qu'on pense, notre vision stratégique, c'est que c'est un peu en 2 étapes. Actuellement, on installe des stations dites classiques, donc juste pour la charge.
Mais en fait, nous, l'objectif, ce qu'on est en train de développer, on commence déjà à tester, c'est ce qu'on appelle la e-station, c'est-à-dire c'est la solution technologique du futur qui combine la charge rapide, la production d'énergie localisée, donc le fait d'avoir de la production notamment photovoltaïque, donc ombrière photovoltaïque. Oui, parce que là, il y a une obligation. En plus, sauf qu'il y a une obligation, mais nous, la vision qu'on a ne date pas de cette obligation. Alors, sauf qu'en France, c'est super parce qu'il y a une obligation qui va encore accélérer ça. Mais pour rappeler l'obligation, là, pour les. C'est pour tous les parkings au-dessus de 1500 mètres carrés. Voilà. Alors, il se trouve que moi, avant de rejoindre Atlante, il y a quelques années, j'avais travaillé sur un projet pionnier qui s'appelait Green Yellow, qui était dans le groupe Casino. On avait créé une société pour justement installer des ombrières photovoltaïques et de l'intégration bâtie. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et en fait, on s'était rendu compte à l'époque, dans le groupe Casino, dont j'étais directeur du développement, qu'il y avait une vraie vertu pour un acteur non énergéticien à gérer activement l'énergie et à produire du photovoltaïque. À l'époque, en plus, on ne pouvait pas faire d'autoconsommation. Nous, on plaidait déjà à l'époque pour l'autoconsommation en disant mais c'est super, c'est beaucoup plus intelligent et c'est beaucoup plus rationnel et bon pour la planète d'utiliser sur place l'énergie qu'on va produire sur place. Mais pour faire ça bien, vous avez besoin du troisième élément, vous avez besoin du stockage. Si vous n'avez pas de stockage, vous ne pouvez pas. Par exemple, si vous avez du soleil pendant une journée et que vous avez de l'énergie, mais ça ne va pas forcément correspondre à votre pic d'énergie, de besoin d'énergie de vos réfrigérateurs, si vous êtes vous avez donc des réfrigérateurs dans votre magasin ou de votre chauffage, etc. Donc, il faut avoir des systèmes de stockage d'énergie qui vont permettre de stocker l'énergie intermittente pour ensuite la réutiliser. Et éventuellement, si vous avez même un dispositif de charge, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Vehicle Grid Integration, dernière boîte. C'est que vous allez utiliser exactement ce que tu disais tout à l'heure, la batterie du véhicule éventuellement comme réservoir pour réinjecter dans le réseau. Soit pour l'utiliser tout de suite sur place, soit pour le vendre éventuellement au gestionnaire du réseau. Donc ça, et pour faire ça, il faut ce qu'on appelle l'Energy Management System, parce qu'en fait, il ne suffit pas de superposer toutes ces différentes boîtes, il faut un dispositif qui pilote, qui est capable de dire à tel moment c'est plus intéressant d'utiliser directement l'énergie qui vient du photovoltaïque, de l'utiliser directement pour le chargeur, ou au contraire de le stocker, ou de prendre à tel moment le réseau, parce que là le réseau c'est moins cher, il y a moins de monde qui l'utilise, donc on prend plutôt l'électricité du réseau. Mais quand on est en pic de consommation, là, c'est plus intelligent de faire de l'autoconsommation et de prendre l'énergie qui a été stockée dans la batterie, mais qui a été produite il y a quelques heures par le photovoltaïque, etc. Et ça, c'est notre spécialité, en fait. Et aujourd'hui, les stations que vous construisez, c'est le premier niveau. Pour l'instant, c'est le premier niveau, mais on a déjà des stations opérationnelles avec le deuxième niveau. C'est-à-dire on en a fait une dans le nord de la France et une qui est en train d'être mise en service, donc avec un partenaire important qui est le groupe Clépierre, qui est donc à Odysseum, donc qui est le plus gros centre commercial de Montpellier, où on a mis une station avec stockage et on espère pouvoir mettre rapidement du photovoltaïque. On a un autre projet qui est en cours avec un autre partenaire à nous, le groupe Duval, où on va faire également du photovoltaïque avec donc le système de stockage et donc également les systèmes de charge rapide. Voilà. Est-ce que les stations aujourd'hui, ça vaut pour vous, pour d'autres, est-ce qu'aujourd'hui elles sont sans ombrière et on pourrait rajouter cette couche Tout à fait. Sans avoir besoin de changer la borne, sans avoir besoin de... Non, il n'y a pas besoin de changer les bornes en fait. Mais en revanche, en fait, le module d'EMS qui est là, alors c'est bête, j'aurais dû mettre une photo, mais le stockage et l'Energy Management System se mettent à côté en fait. Ouais, la beauté de la chose, c'est que par exemple, sur certains sites, par exemple le site qu'on a fait dans le nord de la France, donc c'est-à-dire à côté d'un golf également. Initialement, c'est un site où on pouvait faire uniquement 2 bornes de charge de 150 parce qu'il n'y avait pas la connexion réseau suffisante. Et en fait, on s'est rendu compte que si on mettait du stockage, on pouvait passer à 4 voire 8 bornes. Donc on a mis des modules de stockage à côté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le module de stockage, il est à peu près de la même taille que le transformateur qu'on aurait mis si on avait fait venir de la puissance supplémentaire. Donc en fait, c'est pas tellement, ça ne pose pas de problème en termes d'espace supplémentaire. Ça va vous prendre à peu près l'équivalent de 2 places de parking, 1 à 2 places de parking. Et en fait, c'est à peu près la taille d'un transfo. Donc je dirais que pour le partenaire, par exemple, qui vous cède le foncier, ça ne change pas grand-chose. Et en revanche, vous épargnez du temps et du coût supplémentaire à se connecter au réseau Enedis. Parce que parfois, c'est beaucoup trop coûteux de faire venir le câble de très loin.
Donc voilà, donc, en fait, là vous avez à gauche typiquement le cas d'une station dans laquelle il va y avoir du photovoltaïque. Là vous avez des bornes, je crois que c'est des bornes de 300. En bas, c'est pas la peine d'essayer de lire ce qu'il y a marqué, ça veut juste dire qu'on a en fait toute l'architecture logicielle et technique qui est nécessaire pour faire ça. En fait, nous, elle est propriétaire. On l'a développée nous-mêmes et elle est parce que derrière, il y a des grosses briques, notamment logicielles, et ça nous semble clé dans le développement. Et ce que vous avez, la photo que vous avez en haut à droite, c'est la salle de pilotage qu'on a à Milan et qui pilote tout le réseau de toutes nos stations en Europe. Et cette salle, elle est répliquée évidemment, par exemple, localement en France pour nos opérateurs qui suivent le réseau spécifiquement français. Voilà, donc, et tout ça, c'est connecté aux personnes sur lesquelles le particulier sont abonnés, voilà. Parce qu'ils Alors, sont par abonnés exemple, pour un partenaire, si par exemple un partenaire, typiquement on a certains partenaires avec qui on a 20, 30 sites ou plus, lui on peut lui donner un accès aux informations qui le concernent sur le pilotage des stations, par exemple un certain nombre d'informations de monitoring sur la station a tel taux de disponibilité, elle fonctionne comme ci, etc. Il y a eu tel incident, etc. Ou alors avec des partenaires avec qui on travaille, ça peut être Wallbox par exemple, on peut leur dire si ça vous intéresse, on va partager des informations de la même manière qu'eux vont partager des informations sur le fonctionnement de la station. Nous, on peut partager des informations de notre côté sur l'exploitation, anonymisée bien sûr, sur le fonctionnement de la station, qui peut les aider sur les stations équipées en Wallbox. Donc voilà, donc ce que je voulais dire également, c'est qu'il n'y a pas que la technologie, il y a deux choses très importantes, très clés. Un, l'expérience du client. Donc là, on travaille énormément sur la partie expérience client. En ce moment, d'ailleurs, on fait tout un travail avec des équipes qui sont en train de tester toutes nos stations. Donc en France, comme on est au démarrage, on a, donc je dirais qu'une vingtaine de stations, c'est le bon moment pour vraiment faire toute l'expérience client et améliorer les choses. Donc par exemple, on va déployer le lecteur de carte bleue sur toutes nos stations. Parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important. On parlait tout à l'heure des multiples passes qui existent, il y en a des dizaines. C'est pas toujours simple pour le client. Donc se dire que mon pass fonctionne pas, mais je peux toujours payer avec la carte, c'est vraiment très important. En plus, l'avantage c'est que avec les passes, il y a une marge supplémentaire qui est prise par le prestataire. Et donc là, si on permet au client de payer directement avec sa carte, il est absolument certain que ce qui a marqué, c'est ce qu'il va payer. La deuxième chose, c'est bien sûr le fait d'avoir une application qui permette aux clients d'avoir des informations, comme je disais tout à l'heure, sur des informations qui peuvent être des informations utiles ou des informations d'agrément. Voilà. On travaille aussi sur le design des stations. Donc, parce que vous voyez en haut à gauche, alors ça, on n'est pas sûr qu'on va les faire, celle-là, parce que c'est un appel d'offres en cours sur des aires d'autoroute, pas des aires de service comme je montrais tout à l'heure, ça qui sont en construction. Mais là, ce sont des projets sur des aires de repos. Voilà, donc vous voyez, avec un design beaucoup plus léger. D'ailleurs, j'ai une question là, j'en Oui. profite. Il y avait une question, je n'ai pas retenu le nom de la personne, de Johan, Oui. qui dit comment on fait quand on a une remorque, parce qu'il a un véhicule électrique avec une remorque. Là je vois. Oui, alors. Est-ce qu'il y a des... Oui, alors il y a des places dédiées. Alors en fait, oui, Ouais. c'est une très bonne question qu'on s'est posée sur des questions de design. Donc pour l'instant, nos stations ont un design, comme vous le voyez, où vous rentrez effectivement comme ça. Et ce qui fait que dans les stations, par exemple, d'autoroute qu'on fait, ou même les stations, vous allez avoir des places spécifiques qui vont être équipées pour les remorques. On va sans doute modifier le design de certaines stations pour pouvoir faire effectivement des places complètement traversantes pour que des véhicules longs, remorques ou caravanes, puissent se garer. Et c'est un très bon point. Ce que font certains de nos concurrents, qui ont des effectivement, pas tous, mais certains, voilà. Mais tout à fait, tout à fait. Donc on réfléchit au layout à la configuration de nos stations pour effectivement exactement ce type d'utilisation. Voilà, donc est-ce que vous voyez à droite, c'est écrit un peu petit, je suis désolé, mais c'est l'idée effectivement d'avoir les stations avec des équipements. Donc quand la taille des stations va augmenter, pour l'instant les stations sont encore relativement petites, comme je disais, plutôt en moyenne 4, les plus grandes font 4 bornes, 8 points de charge, sauf sur autoroute où c'est plus grand. Mais pour l'instant, la taille des stations fait que vous ne pouvez pas forcément ajouter des services supplémentaires que vous allez payer vous-même. Donc c'est très important pour nous d'avoir des partenaires du type restauration, centres commerciaux, parce qu'on sait que les gens du coup peuvent aller se restaurer ou se distraire pendant la charge de 30 minutes. Mais c'est vrai que plus il y aura des véhicules électriques, plus les stations pourront être importantes. Et là, on pourra mettre des services additionnels et les financer sur la station elle-même directement. Et on a déjà réfléchi à ce qu'on pourrait mettre et au type de service qu'on pourrait mettre. Donc,
des services d'agrément. Il y a déjà l'idée de mettre par exemple des aires de jeu, de repos, etc. Voilà. Donc c'est des réflexions importantes. Voilà, qu'on ait à la fois, si vous voulez, sur l'aspect économique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'aspect technologique, mais aussi l'aspect client final, c'est la clé, parce que si on veut que les gens, qu'il y ait une adoption du véhicule électrique et ça se fasse, il faut que des personnes qui ne soient pas des spécialistes puissent utiliser facilement les stations, voilà, et y trouver leur compte, en fait. Merci pour cette présentation-là. Je crois qu'on a fait à peu près un tour d'horizon. Il y avait une question juste pour conclure, que je voulais vous poser. On peut arrêter peut-être les présentations. Est-ce qu'en termes parce qu'on voit que la montée, Ludovic, la montée en puissance qui est demandée, j'ai retenu 3 à 4 fois, hein, c'est ça, voilà, d'ici à 2035. D'ici à 2035. Sur la partie infrastructure de recharge, on estime que le besoin sera 3 à 4 fois supérieur au parc installé actuellement. Donc la question sous-jacente, c'est est-ce que les fournisseurs de bornes vont pouvoir suivre ce développement? Parce qu'on voit il faut des usines, c'est des investissements, c'est des process industriels, ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, et ça demande beaucoup d'argent et de compétences. Est-ce que vous arriverez à suivre, vous avez des ouvertures d'usines qui sont prévues? Comment vous voyez les choses? Alors en fait, oui, c'est en fait l'usine de Barcelone, donc celle qui a été montée en 2021, elle dessert toute la plaque Europe, si vous voulez. Donc l'usine de Barcelone va desservir les pays limitrophes, la France, etc. Et tout ce qui est Europe de l'Est et aussi une partie de l'Afrique. Et en fait, aux États-Unis, il y a une usine qui est déjà là-bas. Et donc, en fait, on a pour, en gros, le vieux continent, l'usine de Barcelone, qui a une capacité jusqu'à 10 000 unités annuelles pour les bornes Grand Continu Supernova. Et puis, côté États-Unis, une usine similaire, avec une usine qui est semi-automatisée, qui est, elle, dimensionnée pour le marché Amérique. Donc pas seulement Amérique du Nord, mais c'est donc États-Unis, Amérique, donc la partie Canada, et puis l'Amérique du Sud. Voilà, c'est comme ça qu'on y répond aujourd'hui. Ouais. On sait que sur le chemin critique, souvent, c'est les ressources naturelles. Il faut des matériaux après pour alimenter les usines. Là, il y a des éléments sur lesquels qui sont un peu plus difficiles à Alors, c'est à un point obtenir. qui est très important, et c'est aussi, je pense, l'une des forces de Wallbox. C'est un choix qui a été fait pendant le Covid. On a commencé à avoir dans les médias, vous savez, on parlait des problèmes d'approvisionnement pour les micro-composants. Et Wallbox a fait le choix de racheter son fournisseur de cartes électroniques pour l'intégrer dans Wallbox. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait partie des très très rares entreprises qui a une intégration verticale à ce point, qui va jusqu'aux cartes électroniques, qui fait partie justement des points qui peuvent souffrir de tout ce qui est approvisionnement. Ludovic, oui. Oui, non, peut-être pour compléter sur la partie matériaux pour les véhicules. Donc nous, dans nos éléments et supports de communication et de sensibilisation, on a essayé un peu de revenir sur ce qu'on peut entendre voilà, ici et là. Donc tout d'abord, on entend souvent que dans les véhicules électriques, il y a des terres rares. Donc voilà, c'est une idée fausse, une fausse idée, puisque en fait, les terres rares, ce sont des éléments spécifiques de la classification périodique qui ne sont pas forcément rares, et il se trouve qu'il n'y en a pas dans les véhicules électriques. Par contre, on va retrouver un certain nombre de matériaux qui sont dits en tension. Et encore, tout ça évolue très vite parce que les chimies et les technologies de batterie évoluent très vite. Donc c'est principalement dans les batteries qu'on va trouver ces éléments. Donc aujourd'hui, au niveau international, la technologie dominante, c'est la technologie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Donc ces 3 éléments, voilà, on va les retrouver. Donc sur le nickel, aujourd'hui, la mobilité électrique et les aspects recharge, c'est environ 7% de la demande mondiale, puisqu'en fait le nickel, c'est un matériau qui est utilisé pour faire des alliages des métaux, etc. Et en fait, pour l'instant, le gros des volumes est sur ces activités-là.
Le manganèse, on est plutôt sur un élément qui est abondant et sur lequel on n'identifie pas de tension. En revanche, l'élément qui est le plus en tension, ça va être le cobalt. Par contre, encore une fois, tout ça évolue très vite. Donc déjà, la technologie NMC, en l'espace de 10 ans, elle a pu diviser par 3 les quantités de cobalt utilisées. Et on a aussi émergence de technologies concurrentes qui vont jusqu'à exclure toute utilisation de cobalt, notamment la technologie LFP, lithium fer phosphate, qui est notamment utilisée sur tous les véhicules Tesla qui sont produits dans les usines chinoises. Et aujourd'hui, si on prend en compte les véhicules chinois, puisque ce sont eux qui sont un peu plus avancés sur cette technologie LFP, c'est déjà 30% des batteries mondiales. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Évidemment, la criticité des matériaux est à évaluer. En revanche, la filière va très loin. Il y a aussi les aspects recyclage. Donc l'Europe impose tout constructeur à recycler 50% des matériaux. Aujourd'hui, nous, on a parmi nos adhérents des acteurs industriels qui sont capables d'aller jusqu'à 95%. Alors évidemment, on n'y est pas encore tout de suite parce qu'il va falloir mettre en place la filière, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles ça évolue très vite. Et il y a également, je finirai juste sur ce point, un enjeu et une opportunité d'indépendance énergétique, parce que contrairement à la mobilité thermique, où en fait, à chaque fois que vous allez parcourir 1 kilomètre, vous allez brûler des hydrocarbures qui partent dans l'atmosphère, là, à chaque fois qu'on va importer des matériaux, finalement, on va constituer aussi des stocks stratégiques qui pourront être recyclés, créer des nouvelles batteries, et voilà aussi... D'où l'intérêt de recycler, oui. Et je voulais aussi dire deux choses. Le premier, c'est que une des sources de stress pour le passage à la voiture électrique, c'est souvent la question de l'autonomie. Donc il y a l'aspect, effectivement, être en capacité d'avoir des systèmes de charge dans l'espace public. Et ça, honnêtement, vu le rythme auquel nous, on équipe, et d'autres, et nos concurrents, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va y avoir des progrès très, très visibles dans les mois qui viennent. C'est déjà le cas sur autoroute, mais il y a beaucoup de stations qui vont apparaître. Et donc, ça sera moins problématique sur les trajets longs. On voit aussi qu'il y a des programmes très importants qui ont été faits sur l'autonomie des véhicules ces derniers mois. Alors, je ne vais pas faire la publicité de Tesla, mais par exemple, si vous regardez le nouveau modèle 3 qui est sorti, qui est sorti par rapport, je crois, au modèle d'avant qui devait avoir même moins de 2 ou 3 ans, pas plus. Ils ont augmenté l'autonomie, je crois, de quasiment une centaine de kilomètres, mais sans changer la batterie. C'est la même batterie. C'est juste qu'ils ont travaillé sur l'aérodynamique de la voiture et son poids. Et donc, ça veut dire aussi que les sources d'autonomie supplémentaire ne sont pas uniquement liées il y a la technologie, mais pas que. En fait, c'est aussi l'optimisation. Oui, si on diminue le poids de la voiture. Exactement, le poids, voilà, donc ça joue énormément. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut revenir aussi à des choses très, très simples qu'on dit, je ne trouve pas assez. Le passage au véhicule électrique, ça a des bénéfices collectifs très importants. C'est-à-dire que tout simplement, l'absence de bruit, l'absence d'émissions de gaz polluants dans l'atmosphère des villes, c'est clé, c'est très important. Et en termes de qualité de vie quotidienne, c'est énorme. Et en dehors même de l'aspect, je dirais, optimisation énergétique, indépendance énergétique, ça justifie aussi qu'on fasse et réchauffement, ça justifie aussi qu'on fasse cette transition qui va être facile. Et à la fin des fins, on parle toujours de voitures et de véhicules, qui sont des voitures et des véhicules, entre guillemets, comme les autres. Et Sébastien et puis Ludovic. Non, mais c'est juste pour compléter ce que dit Jacques aussi, à l'utilisation. Un véhicule électrique, ça va vous coûter rien du tout comparé à l'utilisation thermique. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le point le plus important aujourd'hui. On sait qu'on n'est pas, là en France ou même dans le monde, ça va pas super bien au niveau de l'économie. Ça s'en ressent beaucoup aussi au niveau des prix de tout ce qui est carburant, essence. Et à utilisation identique, vous allez faire des économies de folie, tout simplement. Donc, toutes les personnes dont le métier, c'est de rouler, les VTC, les taxis, ils ont tous compris ça. Ils le savent. Et en fait, c'est leur premier poste de dépense. Et rien qu'en passant à l'électrique, ça a changé leur vie, en fait.
Oui, donc évidemment, j'abonde dans le sens de ce qui a déjà été dit pour apporter quelques éléments complémentaires. Donc sur la partie économie, on estime que passer à l'électrique, c'est diviser son budget carburant de 3 à 4, par 3 à 4. Et donc ça représente 700 € d'économie par année. Sur les aspects entretien également, il y a une économie possible d'environ 400 €. Donc là, c'est 1 300 € tous les ans d'économie, et sur 10 ans, ça fait 13 000 €. Donc ça devient quand même de plus en plus intéressant. Et sur la partie des bénéfices, Jacques, tu as mentionné les aspects réduction des bruits, réduction des gaz polluants, évidemment. Voilà les émissions de polluants, on sait qu'en France, c'est 40 000 décès prématurés par an, une des premières causes de décès malheureusement. Et en complément, il y a évidemment les impacts positifs sur les émissions de CO2. Donc ça, nous, on se base sur les dernières analyses de cycle de vie qui commencent à faire de plus en plus consensus au niveau européen, qui prennent en compte les matériaux, l'utilisation du véhicule, son recyclage, la batterie, etc. C'est quoi le facteur alors? Voilà. Et sur l'ensemble du cycle de vie, c'est 5 fois moins d'émissions de CO2. J'avais 3, donc c'est plus que ça même. C'est 5 fois moins en France. Ouais. Ça va dépendre du mix énergétique. Par contre, partout en Europe, la moyenne, c'est de 3 fois moins. Et même les pays les moins avancés en termes de mix décarboné, c'est des économies qui peuvent aller jusqu'à 40%. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, on n'a pas complètement terminé parce qu'on a une petite surprise pour vous, chers conférenciers. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble et vous avez été très calme. À vous, il y a un petit cocktail qui nous attend pour ici. Puis j'imagine, vous, dans vos chaumières aussi, vous avez envie d'aller prendre un café ou vous lever. Cette petite surprise, je vais prendre la zapette et je vais vous expliquer en quoi elle consiste. C'est un petit quiz. Merci. Attends, je me mets sur la bonne diapo. Parce que je suis allé un peu loin. Voilà, c'est un petit quiz qu'on a fait. Merci. Vous avez tous vos téléphones portables. Alors prenez vos téléphones portables, allez, dans vos mains. Chers conférenciers aussi, faites-le, puisque on a fait un questionnaire, un quiz. Et pour faire ces questions-réponses, avant, avec Benjamin et Morgane, on passait des heures à faire ces quiz. Quelles questions on va poser, quelles réponses on peut proposer. On s'engueulait et donc j'ai demandé ce coup-ci à 2 intelligences artificielles de construire les questions et les réponses. En l'occurrence, ChatGPT avec d'OpenAI et Bard de Google. Donc j'aurais dit, fais-moi 3 questions, chaque question 4 réponses possibles, et parmi ces 4 réponses possibles, une bonne réponse, et puis les autres, il faut qu'elles soient rigolotes, et puis mets-moi une photo. Bon, enfin voilà, ça c'était le prompt, pour ceux qui connaissent l'usage, et puis je me suis dit, donc du coup, on va faire ce fonctionnement-là, et on va vous proposer, cher public, les questions. Donc 3 questions, donc il va falloir aller vite, hein, vous avez compris, ça va être, puisque c'est la règle du jeu. Mobilité électrique, recharge dans l'espace public, ça c'est la thématique d'aujourd'hui. 3, 2, 1, partez à vos smartphones. Quiz, donc réponse multiple, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Quelles options sont une fausse astuce pour accélérer la recharge? Quelles options sont une fausse astuce, hein? Alors là, il y en a plusieurs réponses possibles. Ça peut être 1, 2, 3 ou 4. Hein. Vous pouvez en choisir plus. Hein. Donc on vous laisse choisir. Plus vous allez vite, plus vous gagnez de points. Reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1... 0. Voilà, terminé. Eh bien, il fallait cocher les 4 cases. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas de bonne réponse parmi ce premier caout. On va voir qui avait coché les 4 cases, s'il y en a un. Premier élément du podium. Vous voyez, GOC qui est là? GOC? Oui. 1500 points, bravo à vous pour cette première question. Deuxième question. Ensuite, c'est un quiz, réponse multiple là également. Où peut-on trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques dans l'espace public? Alors là, c'est plus sérieux, je crois, puisque les intelligences artificielles, les IA ont été plus sérieuses sur les places de parking supermarchés, dans les rues des villes, sur les CR d'autoroute, dans les parcs et jardins. 1, 2, 3, vous pouvez en cocher plusieurs, bien sûr. 4, 3, 2, 1,
0. Même, vous voyez, la photo a été proposée par l'intelligence. Et ben là, c'était les 4 qu'il fallait cocher, effectivement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parc et jardin, on peut trouver ça non? Oui, je pense que la question était peut-être sujette à interprétation, mais bon. Comme c'est une intelligence artificielle, on la pardonnera. On lui pardonnera. Donc il n'y en a qu'un seul qui a mis parc et jardin, mais on voit que vous n'étiez pas tous d'accord sur ce sujet-là. Mais ça va être du coup discriminant là, pour cette course au score. Et je vous montre les résultats. Alors GOC, premier 2930 points, YC 2700, Sébastien, voilà. 2600, Ludovic 2600. Ah ben voilà, mais les conférenciers se tirent la bourre sur la scène. Jacques 2600. Je crois que ça va se jouer tous sur la dernière question. Là, donc soyez prêts. Vous êtes prêts? Allez. C'est parti, cher public, à distance aussi. Vous jouez avec nous. Comment savoir si une bonne borne de recharge est disponible? Il suffit de regarder si la borne est libre. Il faut utiliser une application mobile dédiée. Il faut se renseigner auprès du propriétaire de la borne. Il faut mettre les doigts dans la prise. Allez, 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, il y avait une bonne réponse. Il suffit de regarder si la borne est libre. Alors, ça aurait pu être ça hein, aussi, Sébastien, non? Parce que maintenant, si j'ai bien compris, ça, j'avais pas compris ça, c'est que maintenant, il y a des voyants sur les bornes, Sébastien. Oui, tout à fait. Oui, en fait, on peut le voir couleur verte, dispo. Donc, effectivement, il devait pas... Il faut parler avec le micro, pardon. Il y a plusieurs solutions. Il y a effectivement directement sur la borne. Vous pouvez avoir sur certains sites, on mettra des indicateurs aussi au-dessus de la place qui indiquera vert, la place est libre, rouge, elle est occupée, voilà, où elle a été réservée éventuellement. Et puis, voilà, donc, ou des totems, et aussi des systèmes de totems. Voilà, en tout cas, il ne fallait pas mettre les doigts dans la prise, la personne a mis ça, heureusement. Et voilà, alors le podium, qui est-ce qui a gagné? Troisième sur ce podium, Hoche, voilà, qui est remonté d'ailleurs, Hoche, on ne l'avait pas tout à l'heure, sauf ensuite, deuxième, c'est 379-330, et qui est-ce qui a gagné? C'est Jacques. Jacques a gagné, bravo, on peut applaudir Jacques à la dernière seconde. Voilà, vous avez gagné. Voilà. Peut-être on va vous laisser vous débrouiller ensemble après. Voilà, on peut applaudir les conférenciers. Merci à vous toutes et tous.